Donc, bonjour à tous à cette introduction à Julia. J'ai vu sur le planning que j'avais 2 heures. Je n'ai pas forcément planifié les 2 heures, ou en tout cas, je ne sais pas si ce que j'ai va tenir plus ou moins, donc on va ajuster. Et de toute façon, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. On verra jusqu'où on ira. Donc, moi, c'est Cédric. Je suis doctorant à l'Université de Namur. Voilà. Si vous avez des questions, on peut toujours envoyer un mail ici. Petit truc rigolo pour commencer. Je regardais sur Wikipédia les anniversaires ou les trucs intéressants qui s'étaient passés un 14 novembre. Et le 14 novembre 69, il y avait le lancement d'Apollo 12. Et le 14 novembre 1863, c'était la date de naissance de Léo Baekeland, qui était un fameux chimiste belge qui a inventé la bakélite, qui était un des premiers plastiques commerciaux. Voilà, ça, c'était le petit truc pour rigoler. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment Julia de zéro, à partir de zéro ou quasiment à partir de zéro. Je suppose que vous savez quand même un minimum programmer. Et c'est les trucs de base. Donc, installer Julia. L'idée, c'est que si vous n'avez pas encore installé Julia, pendant que vous installez Julia, je vous fais un petit pitch sur deux, trois trucs qui pourraient ou pas vous intéresser. Après, on commence directement avec la REPL Julia, donc comment utiliser Julia dans la terminale, et c'est vraiment les bases, mais c'est deux, trois fonctionnalités qu'on ne sait pas forcément comment ensemble qui sont très utiles. Et puis, j'ai vraiment deux grosses parties où chacune, à ce moment-là, il y a un notebook Jupyter accompagnant. Donc, la première, c'est vraiment sur les basiques, donc la syntaxe, et notamment les petites différences entre Julia MATLAB, Julia Python. Et la deuxième partie, donc là, c'est plus sur le système de type de Julia. Là, c'est vraiment là où on a des grosses différences. Et c'est en fait l'essentiel de Julia. Et je termine très rapidement avec quelques packages. Donc, comment installer des packages Julia, comment créer des environnements pour avoir des packages séparés et compagnie. Ok, question? Juste pour dire que si vous ne voulez pas installer Julia, sur la même chose, vous mettez sur un cluster, donc vous faites Julia. Oui, bon. Je crois qu'au moins sur Hercule, donc le cluster à Namur, il y a Julia. Je ne sais pas s'il y en a Sur le maître aussi. sur le maître aussi. 1005, ça peut aussi. Okay. Après, c'est peut-être pas forcément la dernière version. Donc, parfois, on peut avoir des surprises. Okay. Est-ce que je peux avoir un petit sondage sur déjà, qu'est-ce que vous utilisez comme langage de programmation par défaut, que ce soit Python ou MATLAB? Plutôt Python. Il y a des trucs pour R aussi. Donc, d'autres langages marrants ou non? Ok, ok. Donc, si jamais, voilà, donc si vous n'avez pas encore installé Julia et si vous êtes d'accord pour l'installer, le plus simple en fait, c'est un outil qui s'appelle Julia Up, qui est donc un outil ligne de commande qui sert à installer les différentes versions de Julia directement sur votre ordinateur. Sur Windows, c'est super facile parce qu'en fait, il est directement dans le Windows Store. Donc, quand vous allez dans Windows Store pour regarder Julia, en fait, c'est ça que ça installe. Si vous n'avez pas envie d'utiliser Windows Store, sur Windows, vous faites winget install Julia avec cette commande-ci. Sur Mac ou Linux, vous avez cette commande-ci. Toutes les instructions sont sur le lien au-dessus. Et une fois que vous avez installé Julia Hub, c'est simplement Julia Hub Update et ça vous installe la dernière version de Julia qui, ici, en l'occurrence, devrait être la version 1.9.3. Et pour tous les exemples, donc que ce soit les slides ou les notebooks que je vais vous montrer tout à l'heure, tout est sur GitHub, donc à ce repo-là. Donc soit vous scannez le QR code, soit vous allez à ce lien juste en dessous. Laissez quelques secondes ou minutes. Bon, sinon, je vais mettre un timer pour voir où est-ce que j'en suis. Ok, je peux passer à la suite. Vous avez tous l'un ou l'autre lien. Oui, non, peut-être. Ok, on va commencer. Donc, la dernière fois que j'avais donné cette présentation ou cette formation-là, donc l'an passé, je n'avais pas forcément donné les basiques, ici je les donne. Mais une des questions qu'on m'avait posées la dernière fois, c'est si j'avais des recommandations de bouquins pour apprendre Julia. Alors ici, j'en ai trouvé quatre. Le premier, c'est Think Julia.
qui est plus un bouquin pour apprendre à programmer et apprendre à programmer en Julia. Donc, c'est peut-être pas forcément intéressant pour vous, mais dans la plupart des bouquins sur Julia, c'est un de ceux qui est les mieux recommandés. D'ailleurs fait par Ben Lowens, qui est au l'Institut Royal Militaire, ici en Belgique. Et ce qui est très sympa, c'est que le bouquin est disponible gratuitement en ligne sous forme de site web. Selon votre degré de familiarité avec la programmation et les trucs qui vous intéressent, il y a plutôt ces bouquins-ci. Donc, il y a Julia for Data Analysis par Bogomil Kaminski. Désolé, les images sont pas terribles. Qui là, c'est vraiment Julia pour un workflow de data scientist, data analyst. Sinon, il y a Julia as a second language, donc vraiment intentionné pour des gens qui ont déjà un langage de programmation, genre Python, MATLAB, et qui veulent apprendre Julia sur le côté. Et il y a ce dernier bouquin-là qui est tout récent, je crois qu'il est sorti en début novembre, où, donc là, de ce que j'ai vu, c'est plus orienté scientifique qui veulent utiliser Julia. Donc, selon votre profil, vous avez un certain choix de bouquins, il y en a d'autres, mais c'était ce que je trouvais être les meilleurs. Ok, donc si vous êtes encore en train d'installer, maintenant c'est vraiment le petit elevator pitch pendant que vous avez fini d'installer. Donc, une des raisons souvent citées ou voilà, argument en faveur de Julia, c'est que en calcul scientifique, mais pas que, ça peut être aussi en entreprise, mais on a un problème qu'ils appellent donc le problème de langage. Qu'est-ce qui se passe quand on commence un projet dans un langage comme Python, donc facile à implémenter, on peut faire des prototypes rapidement, mais dès qu'on veut le déployer ou dès qu'on veut faire des trucs à plus grande échelle, on se rend compte qu'on a besoin de performance et que ces langages comme Python, MATLAB ne suffisent pas. Parce que on peut faire quelques petites optimisations, mais il y a toujours bien un moment où il faut de la performance et ces langages-là ne peuvent pas la donner. Et à ce moment-là, on est obligé de transitionner, de réimplémenter tout son code dans un langage plus performant du genre C++, C, Fortran. Et du coup, ça, c'est un truc légèrement embêtant parce que ça veut dire que on doit faire deux fois le même boulot. On doit d'abord, voilà, on part de l'implémentation dans un langage à haut niveau, et puis on se retrouve, parce qu'on a besoin de performance, à faire une deuxième implémentation alors qu'on pourrait faire autre chose à la place. Et donc, une des promesses de Julia, entre autres, c'est justement d'être un langage qui permet de faire les deux. Donc, au sens, c'est un langage qui est facile à utiliser, donc aussi facile à faire des prototypes que Python ou MATLAB, mais qui, en termes de performance, est du même niveau que C, C++. Un autre point, c'est aussi simplement le fait que on vit dans un monde où on a des ordinateurs de plus en plus puissants. Alors, ça fait un moment qu'on parle que la loi de Moore est morte ou pas. Donc ici, si vous regardez, c'est des données donc, sur des microprocesseurs. Alors, la courbe en bleu, c'est le nombre de transistors, qui a l'air de quand même suivre une ligne droite. Donc, pas encore tout à fait clair que la loi de Moore soit morte. Par contre, un des trucs qui est vraiment mort, c'est la mise à l'échelle sur la fréquence d'un processeur. Et cette courbe-là, donc c'était une des lois où là, ça, vraiment, elle ne marche plus. Et en partie à cause de ça, on a vu apparaître à partir de 2000-2010 des processeurs avec plusieurs cœurs. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de faire des calculs parallèles, des programmes qui procèdent de manière parallèle. Et un petit problème avec les vieux langages en C, C++, Fortran, c'est qu'ils ne sont pas vraiment conçus pour ça. Et on peut très vite se tirer des balles dans le pied. C'est pour ça qu'en fait, on voit vraiment à partir de 2000-2010 toute une série de langages conçus dès le départ avec le calcul parallèle en tête. Et dans le tas, il y a des trucs comme Rust, comme Julia, comme Go et compagnie. Si jamais, la plupart des langages ici, c'est des langages soit qui ont eu de l'influence sur Julia d'une manière ou d'une autre, ou simplement des langages que je trouve intéressants. Là, du coup, les gens qui ont fait Julia, au départ, c'est plutôt des scientifiques au MIT. Alors, sachant que Julia, c'est un langage assez récent. Si vous regardez, par exemple, Python, c'est dans les années 90, c'est plus vieux que Java. J'ai toujours du mal à croire, moi aussi. Et donc, Julia, ils ont commencé, mais en privé, à travailler dessus en 2009. L'annoncement officiel, ils l'ont fait en 2012 avec un petit blog post où ils disent voilà, pourquoi on a créé Julia? Parce qu'on veut un langage qui soit aussi sympa que Python, mais aussi rapide que C. Et dans les années qui suivent, il y a eu quelques petites versions, la 0.3, la version 0.6 en 2017, avec quand même un petit point intéressant, c'est qu'en 2017 déjà, alors que le langage était très récent, il y a eu ce petit astérisque avec en fait, des gens qui ont utilisé Julia sur un méga cluster pour un projet, il me semble, d'astronomie, donc c'était classification d'astres. Et en fait, en faisant ça, ça fait que le Julia
donc, rejoint ce qu'ils appellent le Petaflop Club. Donc, c'est le club des langages qui ont obtenu une performance maximale dans un job de au-delà du petaflop, sachant que les autres membres du club, c'est Fortran, C++. Donc, déjà aussitôt, on voit que le fait que Julia soit conçu pour le calcul numérique, et en particulier le calcul numérique à haute performance, il avait déjà bien commencé. Donc sinon, à partir de 2018, il y avait vraiment la première version 1.0, c'est là que ça commençait à prendre un peu plus de la vapeur. Et on voit qu'il y a un certain nombre de versions jusqu'à aujourd'hui en 2023. Donc la dernière version maintenant, c'est 1.9.3. Il y a la 1.10 qui arrivera bientôt, mais pour le moment, c'est 1.9.3. Sachant que c'est généralement recommandé de prendre la dernière version parce que d'une version à une autre, parfois il y a vraiment des grands sauts de performance ou des grands changements, pas forcément au niveau de la syntaxe. Ils sont très attentifs à ce que la plupart des changements soient rétrocompatibles. Mais en termes de performance à divers niveaux, il n'y a plus vraiment de raison d'utiliser des anciennes versions. Sauf si vous êtes obligé, mais pas forcément. Ok, alors, une des choses que vous avez peut-être entendu à propos de Julia, c'est qu'il est rapide, dans les trucs que je viens de vous dire. Donc ici, c'est des benchmarks qu'on trouve sur le site officiel de Julia. Alors, ça vaut ce que ça vaut, euh, sachant qu'elles sont pas super récentes, elles n'utilisent pas forcément les dernières versions des langages, elles ne cherchent pas forcément à optimiser le code. De leur propre mission, c'est regarder à quel point est-ce que le compilateur va être performant sur du code naïvement implémenté. Donc, qui n'est pas complètement débile, mais ils n'ont pas forcément été chercher la petite bête pour que ce soit le plus performant possible dans chaque langage. Donc, pour vous donner un peu l'indication, donc on a différents benchmarks dans différents programmes. Et en fait, tout est normalisé par rapport à C. C'est pour ça que C, c'est un seul point. Et donc, l'axe Y, c'est la performance relative par rapport à C. Pour ces différents points. Et donc, on voit que forcément, C, c'est la jauge. Et on voit que on a Julia, des langages comme Loajit, comme Rust, comme Go, qui sont dans ce niveau-là. Si vous connaissez Loajit, en fait, c'est pas surprenant que Julia soit à côté de ça. Mais par contre, voilà, vers la droite, on a des langages comme Octave, comme MATLAB, comme R, et on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus lents. Donc ici, vous regardez, par exemple, Python, à part le programme de multiplication matricielle, il est à peu près 10 à 100 fois plus lent par défaut que l'équivalent Julia. Et c'est de manière générale, effectivement, si vous prenez un programme Python que vous le contre-traduisez naïvement en Julia, vous pouvez vous attendre à quelque chose comme ça, un programme qui va 50 fois plus vite. Pour un programme simple, dès que c'est des programmes plus compliqués qui utilisent soit des intégrateurs numériques ou différents trucs, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, l'air de rien, c'est des gains de performance qui ne vont pas nulle part parce que ça veut dire que si votre programme va 100 fois plus vite, vous pouvez faire 100 fois plus de simulations, par exemple. Ou si vous retenez un truc, surtout n'utilisez pas Octave parce que c'est vraiment, 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 vraiment très lent. C'est Du coup, j'ai parlé des intégrateurs numériques. C'est peut-être un des points les plus intéressants par rapport à Julia, c'est que en Julia, il y a un package qui s'appelle Differential Equations, qui est une énorme suite d'intégrateurs numériques pour tous les types d'ODE que vous pouvez penser. Je crois qu'ils en ont 200 au total pour littéralement tous les types possibles. Et de nouveau, en fait, c'est de facto l'état de l'art, au sens qu'ils ont fait pas mal de benchmarks pour comparer les intégrateurs en Julia aux intégrateurs en C++, en MATLAB et compagnie, sur tout un tas de types de problèmes, et ils ont agressivement optimisé. Et donc, ici, par exemple, les lignes vertes, ce sont les lignes correspondant aux intégrateurs Julia pour un problème stiff. Ici, vous avez MATLAB qui est à peu près 100 fois plus lent pour le même problème. Donc, si vous utilisez des intégrateurs numériques dans votre boulot, c'est peut-être le seul endroit où je vous dis considérez vraiment d'utiliser Julia parce que ça vaut la peine. Ok, j'ai deux, trois points sur dire pourquoi est-ce que vous voudriez peut-être utiliser Julia. Et j'ai aussi un autre slide après pourquoi vous ne voudriez pas utiliser Julia. Donc, dans les raisons qui sont sympas, c'est que c'est open source, pas de licence MATLAB à payer tous les ans. Open source avec licence MIT. Donc, si vous voulez faire un truc commercial avec, vous pouvez. Un truc intéressant aussi, c'est que c'est à prendre avec certaines pincettes, mais en termes de développement, notamment des intégrateurs numériques et tout un tas de packages, comme c'est une communauté open source qui travaille dessus, même si elle est assez petite, sur certains points, ça va beaucoup plus vite pour avoir des nouvelles choses qu'un langage comme MATLAB où c'est peut-être deux, trois programmeurs qui sont payés pour ça et qui ont un temps limité. Comme j'ai dit, le langage est littéralement fait pour le langage calcul numérique. Donc c'est à la fois un temps à comprendre comme un remplacement de MATLAB, mais aussi peut-être un remplacement de Fortran, au sens que voilà, tout ce qui est parallélisme, tout ce qui est
Avoir du code qui tourne sur GPU, sur ordinateur distribué, c'est nativement supporté. Il ne faut pas faire des pirouettes et avoir des compilateurs, faire des invocations sur son compilateur. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez jeter tout votre vieux code. Si vous avez du code C, C++, Fortran, même Python ou MATLAB, bah, vous pouvez assez facilement l'appeler depuis Julia. En particulier, littéralement, vous pouvez prendre n'importe quel package Python et l'appeler depuis l'appeler depuis Julia. Et c'est aussi, pas transparent, mais seamless en anglais que possible. Donc, si vous avez des trucs que vous avez encore utilisés, bah, pas oublier de les jeter. Question? On m'a dit aussi que c'était, enfin, parce qu'en soi, Python aussi, c'est une source, il me semble. Oui. Donc, enfin, il y a quand même une communauté Oui. qui travaille dessus, donc il y a des mises à jour. Mais on m'a dit aussi que Julia était plus stable que Python, dans le sens, Python, il y a souvent beaucoup de mises à jour. Et quand il y a des mises à jour, parfois, les anciennes fonctionnalités ne sont plus accessibles sur les nouvelles versions. Alors que ce n'est pas le cas avec Julia. On va y venir dans un slide, mais effectivement, il y a des trucs à noter à propos de Julia Python. Un autre truc sympa, c'est que le code en Julia supporte Unicode. Le plus gros intérêt, en fait, c'est que vous pouvez utiliser des caractères, par exemple grecs ou mathématiques, dans votre code, et ça fait qu'en fait, parfois, votre code ressemble exactement à votre équation ou votre algorithme qui utilise des caractères un peu particuliers. Et en particulier, en fait, si vous êtes dans le REPL Julia ou dans le VS Code, en fait, c'est les raccourcis de l'attaque. Donc, vous faites backslash bêta, tab, et ça vous donne un bêta. Bon, le revers de cette médaille, c'est que vous utilisez, aussi utiliser des emojis et rendre votre code parfaitement lisible. Donc, à ne pas trop abuser, mais il y a moyen d'avoir un code qui est beaucoup plus lisible parce que ça ressemble aux maths. Ça, c'est si vous connaissez, c'est en fait, je lis secrètement un Lisp. Donc, derrière, si ça vous dit rien, ça ne vous dit rien, mais en gros, il y a de la programmation fonctionnelle qui se cache derrière, mais pas trop non plus. Alors, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas utiliser Julia? Alors, j'ai beaucoup aimé ce blog post en bas ici de Hillel Wayne, qui commence en disant, si vous voulez évangéliser un processus, un outil ou une technologie, vous devez être capable de répondre à deux questions. La première, c'est quelle chose négative est-ce que vous devez supporter? Et la deuxième, c'est quelle chose positive vous devez abandonner. Alors, c'est mes impressions personnelles pour Julia, mais dans les trucs négatifs à supporter, c'est ce qu'ils appellent en Julia le time to first X. Ça, en fait, ça vient du fait que dans la manière dont Julia fonctionne, Julia, quand vous lancez un programme, il va à chaque fois devoir recompiler des petites parties. L'idée, c'est qu'il va les compiler une première fois. Par exemple, vous appelez une fonction, il doit d'abord compiler cette fonction une première fois. Quand vous la rappelez la fois suivante, il a toujours ses versions compilées. Mais cette étape de compilation la première fois peut prendre un peu de temps. C'est-à-dire que quand vous lancez un programme Julia pour la première fois, ça peut prendre un certain temps. Et notamment, les gens se plaignaient, ah, mais je veux lancer un notebook et faire des plots, et ça me met 20 secondes pour faire un plot. C'est un des problèmes qui s'est amélioré de plus en plus au cours des années, mais c'est toujours un truc inhérent aux dizaines de Julia. Vous lancez un script Julia, il y a toujours un petit moment d'attente avant de lancer. Donc, pratiquement, ça veut dire que si vous faites du calcul parallèle, faites plutôt des gros jobs avec un seul process plutôt que dans plein de petits, parce qu'à chaque fois, vous aurez un petit coup qui s'ajoute. L'autre qui m'embête un peu, c'est le fait que, comme c'est open source, parfois, c'est pas très bien documenté, ou la seule documentation, c'est de lire le code source. Alors, souvent, le code source est lisible, mais ça m'est arrivé de trouver des fois où le code source est incompréhensible, et parfois des trucs qui ne sont pas documentés. Donc, malheureusement, ça vient aussi avec le fait que c'est un langage relativement jeune. Parfois, la documentation n'est pas géniale. Donc, parfois, il faut avoir un peu, être prêt à mettre les mains dans le cambouis. Et le truc qu'il faut abandonner, bon, ça, on l'a pas forcément en Python, mais ça dépend comment on le fait, c'est que Julia n'a pas de notion d'interface. Donc, au sens, Julia a un système de type assez sophistiqué, mais ça ne sert pas à renforcer le fait que votre programme soit correct. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un type qui va dire ça, c'est un nombre que je peux ajouter, donc j'ai une opération d'addition, multiplication, j'ai un 0 et j'ai un 1 et compagnie. Mais ça ne garantit pas que votre code est correct. Et donc, on peut se retrouver facilement avec des hypothèses ou des trucs qui ne sont pas clairement définis et plusieurs interprétations par différents programmeurs sur ce que ça veut dire. Et donc, de manière générale, s'assurer que votre code est correct en Julia, c'est pas toujours évident et c'est aussi un problème social. Parce qu'il n'y a pas forcément cette attitude de vraiment s'assurer que le code est correct. Du coup, c'est l'autre, c'est sur les raisons de ne pas vouloir utiliser Julia, c'est open source,
ce qui veut dire que parfois, il n'y a pas de documentation ou la documentation n'est pas terrible. On peut aussi se retrouver avec des projets, un package avec un seul développeur. Du coup, si le développeur abandonne son projet, c'est foutu. Donc, la dernière version remonte à un an et ne fonctionne plus. Voilà, j'ai déjà mentionné le problème du time to first X. Certaines parties de votre programme doivent être compilées à chaque fois que vous relancez Julia. Ça s'est beaucoup amélioré dans la version 1.9, mais c'est toujours quand même d'actualité. Un autre un peu plus théorique, c'est que parfois vous pouvez avoir des messages d'erreur vraiment pas gentils en Julia, vraiment un gros pâté avec un type très très long et incompréhensible. Il y a quelques packages qui raccourcissent un peu les messages d'erreur, mais de manière générale, on peut facilement se retrouver avec des messages d'erreur qui ne sont pas très utiles. Voilà, j'ai déjà mentionné qu'il y a quelques problèmes de vraiment correction des programmes, même jusqu'à récemment dans le cœur du langage. Faire attention, parfois on peut avoir vraiment des sales surprises, surtout si vous voulez faire du machine learning avec. Voilà. De manière générale, je ne recommanderais pas forcément Julia pour du machine learning, sauf si c'est pour avec des systèmes dynamiques, mais il y a quelques personnes qui se sont fait un peu mortes par ça. Dernier problème, enfin, avant-dernier, c'est que c'est tout petit à côté de Python. En termes de la communauté Julia est beaucoup plus petite que la communauté Python. Ça veut dire entre autres qu'il y a nettement moins de packages, ça veut dire qu'il y a nettement moins de gens qui vont être prêts à travailler dessus. Alors, voilà, par commentaire, effectivement, dans les dernières versions de de Python, ils ont ajouté pas mal de features qui font vraiment une coupure. Julia, ils font quand même attention à être assez rétrocompatibles, mais le fait est que si vous voulez apprendre Julia, il y a quand même une communauté plus petite. Ça veut dire qu'il y a moins de ressources pour apprendre, il y a moins de packages, il y a forcément moins de personnes qui sont prêtes à vous aider. Ou simplement, si vous voulez faire du machine learning dans Julia, il y a personne qui en fait, très peu. Donc, c'est quand même un souci. Alors, le dernier, ça, c'est beaucoup plus les programmeurs Python qui n'aiment pas. C'est les tableaux. Donc, les indices des tableaux commencent à 1. On aime ou on n'aime pas, mais littéralement, j'ai vu pas mal de gens pour qui les indices commencent à 1 que ça va pas. Oui. Vous avez parlé du time to first X et là, par exemple, on voit, enfin, compiler, et je peux comprendre bien parce que j'ai cru, alors je comprends que c'était un langage interprété. Du coup, en fait, c'est à mi-chemin entre interpréter et compiler. Donc, c'est techniquement ce qu'on appelle un programme JIT, donc Just in Time Compilation. L'idée, c'est que quand on l'utilise, c'est comme si c'était un langage interprété. Donc, on a la ligne de commande, on a un appel fonction. Quand j'appelle une fonction pour la première fois, elle va être compilée. Donc, il y a vraiment le compilateur Julia qui va générer une version optimisée de cette fonction-là. Il y a un petit détail, mais on reviendra à ça plus tard dans la présentation. Donc, une fois qu'on a appelé la fonction une fois, il y a une version compilée de cette fonction-là. Et selon les packages, il y a moyen de faire en sorte que certaines parties soient pré-compilées pour aller plus vite. Et donc, en fait, c'est vraiment un espèce de mode hybride entre interpréter et compiler. Parce que interpréter, du coup, il doit vraiment, à chaque fois qu'on appelle la fonction, il doit faire tout le code et il ne peut pas forcément faire beaucoup d'optimisation. Okay. Si vous voulez d'autres critiques par rapport à Julia, il y a ce blog post en bas à gauche qui a été pas mal lu dans la communauté Julia. Et bon, il y a plein de rétorques, mais une bonne partie des critiques faites dans ce blog post sont quand même encore d'actualité, notamment autour du fait qu'il y a des bugs de correctness. Ok, alors du coup, ça vient à la première intro. Alors ici, je vais avoir deux choses. Un pour montrer mes clés et vous aurez un rappel Julia. Alors, petite question, vous préférez un terminal par défaut ou un terminal un peu plus rigolo? Un peu plus rigolo? Ah, du coup, ceci, cool, rétrotom. Ça, voilà, c'est juste esthétique, mais malheureusement, on ne voit pas bien. Donc, si vous avez pu installer Julia, maintenant, vous pouvez lancer Julia dans une ligne de commande et attendre un petit peu. Alors ici, vous voyez qu'il émet des petits messages qui ne s'afficheront pas chez vous parce que j'ai des configs avec des packages qui sont chargés automatiquement. Et il m'affiche, voilà, Julia avec une ligne de commande. Alors, bienvenue dans le REPL Julia. Alors, il y a quelques modes. Donc, par défaut, c'est vraiment le mode Julia. Donc, vous pouvez entrer des expressions Julia et faire des choses. Par exemple, mettre A est égal à 1. Hop, et maintenant, j'ai une variable A dans mon environnement. Vous pouvez faire des fonctions, par exemple, hop, voilà, l'exponentielle de A. S'il veut bien, voilà, j'affiche le nombre.
Donc voilà, vous pouvez appeler du code Julia. Un petit truc sympa, c'est que vous pouvez faire un truc sur plusieurs lignes. Par exemple, mettons que je veux définir un truc avec deux éléments. Malheureusement, je vais monter un petit peu parce que j'ai le screencast qui se met. Donc B, on va le définir comme étant un objet avec plusieurs champs. Donc on va mettre un. Ici, si vous voulez passer plugin, vous appuyez sur Shift, pas CTRL. D'accord. Normalement, il y a moyen d'appuyer sur Shift en fait et de passer à la ligne pour avoir un bloc de code sur plusieurs lignes. Ici, il n'a pas voulu. Je pense que c'est parce qu'il ne faut pas mettre la parenthèse. Sans doute que c'est par rapport à la parenthèse, donc si on retente. Non. Voilà, donc maintenant il est passé la ligne. Il attend en fait que je lui mette un truc qui se termine correctement. Donc maintenant je pourrais mettre 2, 3. Maintenant je mets la parenthèse, je ferme et maintenant j'ai donc un triplet 1, 2, 3. Donc c'est un petit détail, mais par exemple, si vous voulez définir rapidement une fonction, bah, vous pouvez faire ça comme ça. Et donc, ça c'est le mode par défaut. Il y a quelques modes supplémentaires, notamment si vous appuyez sur point d'interrogation, bah, vous arrivez dans le mode aide, qui est un peu comme le mode de la fonction help de MATLAB. Donc, par exemple, si vous appelez la fonction help x pour l'exponentielle, malheureusement, je ne pense pas pouvoir scroller, ce qui est très embêtant. Mais ça, en fait, ça vous affiche la documentation des différentes fonctions. Donc, si par exemple, j'ai demandé la fonction exp, je ne suis pas sûr de pouvoir remonter au-dessus, ça ne marchera pas. Normalement, vous pourrez remonter. Et donc, c'est vraiment la documentation des fonctions telle qu'elle est dans le code. Donc, c'est un moyen rapide pour avoir accès à la documentation, c'est directement dans le REPL. Sinon, généralement, bah, il y a la documentation soit sur le site officiel ou dans le code source. Ça, c'est la documentation. Donc, vraiment, point d'interrogation et vous pouvez prendre backspace. Malheureusement, sur mon écran ici, ça ne s'affiche pas correctement, mais c'est retour en arrière. C'est le mode documentation. Si vous appuyez sur crochet droite, vous arrivez dans le mode package. Donc là, c'est le package manager de Julia qui est installé par défaut. Par exemple, vous pouvez lancer une commande comme status qui vous affiche les packages installés. Alors ici, vous voyez que chez moi, il y en a un certain nombre. On reviendra au package manager tout à l'heure, mais en attendant, voilà, sachez qu'il existe. Si vous voulez, par exemple, faire un package, vous pouvez essayer quelque chose comme Unicode. Add Unicode Plus pour ajouter le package Unicode. Ici, normalement, je pense qu'il est déjà installé, donc il va me dire qu'il ne va rien changer. Voilà. Et ici, il n'a pas su télécharger parce qu'apparemment, il n'est pas connecté à Internet. C'est pas grave. J'ai déjà connu plus rapide, hein, par contre. Je ne sais pas si c'est le terminal. Voilà, donc ça, c'est le mode package. On y reviendra tout à l'heure. Un dernier mode qui peut être assez utile, c'est si vous appuyez sur point virgule, ben, en fait, vous avez accès à une shell. Donc là, maintenant, c'est vraiment un terminal Linux, donc je peux faire ls, cd documents et compagnie. Ça, c'était la mini intro à la REPL. On va voir maintenant les basiques. Il y a des questions avant ça? Oui, J'ai pas vu la commande qui va chez. point virgule. Ah, c'est pour les. Donc c'est point virgule pour entrer et backspace pour ressortir. Ok, je peux faire ça. Ouais. Du coup, maintenant, on va commencer au basique. Alors ici, j'ai toute une partie des stats sur les basiques, mais en fait, le plus simple, c'est de faire ça directement dans ce notebook Jupyter. Donc si vous l'avez sous les yeux, bah, c'est parfait. Ici, je vais devoir le lancer. Accessoirement, si vous voulez travailler sur Julia, l'éditeur le mieux supporté, ça va être VS Code ou VS Codium si vous ne voulez vraiment pas de Microsoft comme moi. Alors, pour utiliser ça, il y a deux extensions assez sympathiques. Il y a l'extension Julia. Ah bon, ici, il ne l'aura pas montré, mais normalement, il y a une extension Julia qui, en fait, ajoute pas mal de fonctionnalités qui vous permettent, entre autres, de lancer des codes Julia et d'avoir la documentation. Donc, ça vous donne un accès un peu comme MATLAB, mais pour Julia. Et il y a simplement l'extension Jupyter qui permet de faire tourner des codes Jupyter. Je vais fermer ceci, plus besoin.
Ici, on commence par les bases. Si vous avez le notebook avec le kernel, bah, ça devrait fonctionner. Donc ici, par exemple, je commence avec comment déclarer une variable. Sans trop de nouveautés, bah, enfin, le nom de variable est égal à ce qu'on veut. Donc, si je définis foo comme étant égal à 1, on peut définir plusieurs variables en une seule ligne. Donc, par exemple, si je fais a, b, c est égal à 1, 2, 3, bah, c'est comme si je faisais a est égal à 1, b est égal à 2, c est égal à 3. Donc, un truc. Au passage, bah, les commentaires, c'est... Malheureusement, il m'ajoute à chaque fois ce truc-là, mais je m'en fous. Donc, commentaire, c'est avec un hashtag. Si vous voulez faire un commentaire sur plusieurs lignes, c'est hashtag égal pour commencer et hashtag, enfin, égal hashtag pour le terme. Forcément, ça me va faire. Maintenant, si vous faites des instructions, mais par défaut, chaque instruction, ça va tenir sur une seule ligne. Par exemple, ici, je dis A est égal à 1, puis j'utilise A plus est égal à 1. Donc, commencer, bah, ça incrémente A. Puis je fais A fois est égal à 2, donc ça multiplie A par 2. Donc, si je lance ça, donc, chaque ligne va vraiment correspondre à une instruction. Mais si vous avez envie d'être plus compact, bah, vous pouvez utiliser le point-virgule, un peu comme en MATLAB, pour séparer des statements. La différence, c'est que par défaut, voilà, MATLAB, si vous ne mettez pas de point-virgule dans un code, bah, il vous affiche le résultat à chaque fois dans le terminal. Julia ne fait pas ça. Donc le point-virgule sert uniquement à séparer des instructions sur une même ligne. Ici, c'est strictement équivalent. Un autre truc qui est moins utile quand vous écrivez du code, mais ça intervient à certains endroits, c'est si vous voulez faire un bloc. Donc commencer, on a accolade, bloc de code, accolade. Bah, en Julia, c'est begin, end. Donc c'est strictement la même chose. L'intérêt, c'est que begin, end, du coup, permet de faire un scope. Donc si vous voulez créer des variables locales qui n'existent que dans ce bloc-là, bah, vous pouvez le faire. Donc on a quelques types élémentaires. Donc on a des entiers, qui sont de vrais entiers, pas comme en MATLAB. Par défaut, c'est des entiers sur 64 bits, mais on va y revenir. Vous avez des nombres variables flottantes. De nouveau, en C, ça correspondrait à du double. Non, on ne veut pas faire ça. Okay. Vous avez des booléens, true ou false. Donc c'est comme en Python, sauf que c'est une minuscule au début. Un truc, un corollaire de ça, c'est que quand vous avez des fonctions ou de la syntaxe qui s'attend à avoir un booléen, par exemple le bloc if, vous êtes obligé d'utiliser un booléen. Donc si vous voulez une condition en Julia, par exemple if la string, et en supposant que ça veut dire vrai si la string est non vide et faux sinon, ça ne marchera pas en Julia. En Julia, un if attend vraiment un booléen, et si vous donnez autre chose qu'un booléen, il va vous donner des erreurs, donc il faut être un peu plus explicite sur certains trucs. Si, contrairement à ce qu'on a en R ou en Python, bah, les guillemets, pas les guillemets, des apostrophes, c'est pour des caractères. Donc, si vous devez vraiment faire des chaînes de caractères, c'est uniquement avec des guillemets. Avec noter aussi que si vous utilisez, vous pouvez toujours utiliser des raccourcis ou des caractères spéciaux commencés, donc par exemple \n pour passer à la ligne, ça fonctionne. Si vous voyez la différence ici, donc je définis ma chaîne de caractères comme étant ceci. Après, si je veux l'imprimer, ben, j'envoie la fonction print qui va simplement afficher la chaîne de caractères. Notez qu'il y a une variance println qui ajoute déjà la ligne à la fin. Donc ça, c'est le type de base. Ça ne devrait pas être une grosse surprise pour tout le monde. On a quelques structures de données intéressantes. Donc déjà, on peut faire des tableaux. Ça, c'est un peu comme en Python avec une liste. La différence, c'est que c'est vraiment un tableau. Au sens, idéalement, les éléments doivent être de même type. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'il me dit c'est un tableau de 3 éléments ou un vecteur de 3 éléments dont le type est int64, donc des entiers sur 64 bits. Si je mettais ici, par exemple, un 2.0 pour avoir des floats, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va tous les convertir en float. Maintenant, c'est un tableau d'éléments de float. C'est important parce que ça veut dire en termes de mémoire, bah, il sait que c'est vraiment un bloc de mémoire avec ça, c'est un float, ça, c'est un float, ça, c'est un float. Il n'est pas obligé d'avoir différentes tailles. Ça, c'est une différence par rapport aux listes en Python, où en Python, une liste peut avoir des trucs d'éléments de types différents. En Julia, on préfère éviter. On peut aussi faire des tuples, donc c'est simplement des nuplets de valeurs. Par exemple, ici, bah, j'ai un nuplet avec une chaîne de caractères pour une gaufre, et on va dire que j'en ai deux. Donc j'ai très très faim.
Voilà. Et comme en Python, bah, on a des dictionnaires. Donc un dictionnaire, c'est vraiment une collection avec des indices, mais on peut choisir le type des indices, on peut choisir le type des éléments contenus. Donc par exemple, si je crée un dictionnaire avec, c'est pas ce que j'ai mangé ce midi, mais ça aurait pu, voilà, mettons une frite à 2 euros, une fricandelle à 1,50 € et sauce andalouse à 30 centimes. Je ne sais pas si c'est les prix actuels du marché, mais... Et du coup, ce genre d'objet, on va le voir, mais en fait, si vous voulez par exemple appeler, indexer ce tableau, bah, vous pouvez tenter par exemple frites. C'est comme un tableau vous indexez, Z indice frites, bah, ça vous donne la valeur ici. Donc notez aussi, on va vraiment en parler dans la seconde partie, mais à chaque fois, Julia, vous affichez un peu plus sur le type des objets. Donc ici, c'est vraiment un dictionnaire avec comme la clé des chaînes de caractères et comme valeur des floats à 64 bits, qui est un peu une différence par rapport à ce que vous avez notamment en MATLAB, où MATLAB, il vous dit rien du tout. Ah, maintenant, on passe à des expressions un peu plus compliquées. Si vous voulez faire un if avec une condition, bah, c'est if, else if, else. Vous avez un exemple ici. Donc, la première ligne, elle définit simplement une variable comme étant un nombre entier aléatoire entre 30 et 150. On va voir un peu plus tard ce que veut dire exactement cette expression-là, mais pour le moment, du coup, c'est simplement un nombre aléatoire entre 30 et 150, à point 30 et 150. Et bah, je me dis, OK, la température est autant de degrés, et si c'est plus petit que 0, bah, il fait froid, c'est de la glace. Si c'est plus grand que 0, mais plus petit que 100, c'est un liquide, et au-delà, c'est de la vapeur. Et donc, je peux lancer ici, et si par exemple, première fois, il obtient moins 25, donc c'est de la glace, je lance une seconde fois, il a obtenu de la vapeur. Et rien de bien compliqué. Un truc intéressant, il ne me semble pas que ce soit le cas en Python, dites-moi si je me trompe, mais en Julia, en tout cas, un if, c'est une expression qui peut renvoyer une valeur. Donc par exemple, ce bloc de code ici, donc ici je définis de nouveau là, un âge entre 1 et 40 ans, et si âge est plus petit que 18, bah, je veux que statut ait comme valeur mineur, et s'il est au-delà de 18, bah, c'est un adulte. Et vous voyez que ça marche. Donc vraiment, un if, c'est une expression qui a une certaine valeur et vous pouvez définir des variables comme ceci. Il a commencé, voilà, l'âge est 32, il a donné que c'était un adulte. Ceux qui connaissaient, bah, on est habitué à faire ça de manière très compacte avec l'opérateur ternaire, qui a cette forme-ci. Donc c'est point d'interrogation, la valeur si vrai, deux points, la valeur si faux. Donc cette ligne-ci, c'est strictement équivalent au bloc juste au-dessus. Donc ça, c'est une manière très compacte d'avoir des trucs conditionnels comme ça. On va passer aux boucles. Donc peut-être un truc que vous avez peut-être l'habitude en Python de ne surtout pas faire des boucles parce que c'est très lent. Alors en Julia, c'est pas le cas. Les boucles sont rapides par défaut, mais les boucles fonctionnent quand même comme en Python au sens que la syntaxe, ça va être fort. Alors de nouveau, est-ce que m'affiche un truc que je voudrais pas, mais voilà, j'ai pas trouvé comment les activer. Donc si par exemple, je commence une boucle avec k qui vaut 0, et puis je dis pour i dans, ici c'est, on va dire, un range de 1 à 10, donc ça va commencer à 1, s'arrêter à 10, avec in comme en Python. Si je dis, bah, augmente-moi k de i, si j'exécute cette boucle, bah, à la fin, k vaut 55. Notez que pour avoir le résultat, j'ai dû mettre le k à la fin ici, sinon il ne m'aurait pas mis un résultat. Ça, c'est l'effort. Si vous voulez faire un while, bah, il y en a aussi. Si on a l'exemple, là, c'est pas bien compliqué. Vous avez while, une condition et l'intérieur de la boucle. Si j'arrive à descendre correctement. Donc, voilà, ici, c'est petite fonction, vous connaissez ou pas, c'est toujours marrant. Et ouais, ça fait une espèce de systémique. Question? Est-ce que les forces sont rapides plus loin ou pas? C'est pareil. Une boucle for peut avoir peut-être des optimisations en plus selon exactement l'itérateur, mais de manière générale, la différence en performance sera assez négligeable. Bon, éventuellement, si c'est une boucle for où il se connaît déjà la taille, le nombre d'itérations, bah, le compléteur va peut-être pouvoir optimiser là-dessus, mais c'est pas garanti. Et si par contre la condition dans le while est double, Ouais. ah bon, Effectivement. Par contre, je pense pas qu'il y ait de do while, mais c'est pas particulièrement embêtant. Un truc sympa, bah, c'est assez courant d'écrire plusieurs boucles enchaînées ou emboîtées.
Et comme ça devient vite lourd, voilà, imaginez que j'ai 4-5 boucles, bah, ça va devenir un peu une fusée pas très lisible. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'en Julia, on a une syntaxe sympa, spéciale, qui permet justement d'avoir ces boucles enchaînées en une seule. Donc vous voyez ici, j'ai deux boucles, une première externe et une deuxième à l'intérieur. Bah, en fait, vous pouvez réduire ça en une seule boucle. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, j'ai la première boucle for i in 1 à 5, virgule, deuxième indice j in 1 à 3. Et ça va être strictement équivalent. C'est bêtement de la syntaxe, mais ça fait que le code est un tout petit peu plus lisible. Oui, On peut faire ça à l'infini. oui, autant de fois qu'on veut. Après, il y a tout un tas d'itérateurs pour voir différents. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir des ranges comme ça, on a tout un tas de différentes collections qu'on peut mettre dans une boucle. Écoute, si on fait comme ça, dans la deuxième, enfin, pour le J, par exemple, on peut utiliser I. Oui, Et ça, oui, enfin, c'est ça ça. fera Donc, exactement comme le dessus. c'est ça. Donc effectivement, le j ici pourrait dépendre de i. Donc ici, je pourrais avoir une fonction qui dépend de i. Donc, je pourrais, voilà, mettons que je mettrais j de 1 à i, ça fonctionnerait. Bon, on va passer au tableau. Donc les tableaux, c'est vraiment la structure de données principale en Julia. Dès que vous voulez faire du calcul un peu performant, mais de par la manière dont les ordinateurs fonctionnent, c'est toujours mieux de fonctionner avec des tableaux et des valeurs continues en mémoire. Donc si vous voulez par exemple avoir simplement un vecteur ou un tableau à une dimension d'un certain type et vous foutez des éléments, vous avez l'expression ici. Donc de nouveau, la suggestion qui ne peut pas enlever. Donc si je définis A comme étant un vecteur, donc un vecteur c'est simplement un tableau à une dimension, dont les éléments sont des floats. Et ici, j'ai une version un peu particulière, c'est le premier élément unbase, c'est-à-dire je m'en fous de ce qu'il veut. Donc en fait, c'est comme s'il faisait un calloc, il va juste prendre de la mémoire et il va rien me garantir sur les valeurs. Et je lui veux un tableau de taille 10. Je fais ça. Voilà qu'ici, il me donne des floats, mais avec des valeurs très bizarres, parce que c'est simplement ce qu'il y avait là à cet endroit-là en mémoire. Notez aussi qu'à chaque fois, on est obligé de mettre, enfin, on n'est pas obligé, mais souvent on est obligé, de mettre exactement le type d'élément qu'on veut. Notez qu'en fait, un vecteur, c'est simplement un tableau à une dimension. Donc, en fait, le type générique, c'est array. Donc, array, le type d'élément et la dimension. Donc, en fait, cette fonction-ci, c'est strictement équivalent à ce que j'ai au-dessus. Vecteur est juste un shorthand pour pas toujours mettre array 1. Bien sûr, on peut avoir des tableaux à plus qu'une dimension. Par exemple, si on veut un tableau à deux dimensions d'entier de taille 3-4, ben on a cette syntaxe-ci. Vous voyez qu'ici, il m'a mis des trucs un peu différents. Ici, de nouveau, NF. Donc ici, c'est 3 lignes, 4 colonnes. Notez aussi que pour le nombre de dimensions, on a plusieurs options. Soit vous les mettez une à une comme ça, l'une après l'autre, ou aussi passer un tuple. Ça va marcher aussi. Alors, petit détail, mais ça, c'est déjà un peu plus technique. Julia, les tableaux sont dans le même ordre que Fortran, au sens, c'est les colonnes. Donc, si vous imaginez que le tableau, en fait, c'est juste un endroit en mémoire, ben, en fait, comment les éléments vont être stockés? Ils vont être stockés par colonne. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous trouvez la location mémoire, vous en faites d'abord le premier élément ici, celui-là, puis vous passez à la colonne suivante. Pourquoi c'est important? C'est surtout important quand vous voulez faire du code qui veut passer sur les éléments d'une matrice ou d'un tableau. C'est toujours plus rapide de traverser un tableau ou une zone de mémoire dans l'ordre. Et ici, ça veut dire entre autres que c'est comme en Fortran, on va plutôt faire des opérations colonne par colonne plutôt que ligne par ligne. Ça, c'est une différence par rapport à Python. Python, par exemple, NumPy, les tableaux sont stockés par ligne, et donc on va faire les opérations par ligne. Ici, on les fait par colonne. Et là, c'est vraiment des détails plus techniques. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des fonctions comme en MATLAB où on peut, si on veut un tableau avec que des zéros, ben, on a la fonction 0, qui par défaut donne des floats, mais vous pouvez choisir le type d'élément que vous voulez. Si vous voulez des zéros entiers, bah, ça marche aussi. Donc voilà, 0, puis la fonction 1 si vous voulez des 1. Ou si vous voulez un tableau avec une valeur d'un certain type, bah, par exemple, voilà, je veux un tableau avec 4 fois hello, bah, j'ai la fonction fill. Oups. Ça, c'est comment avoir juste un bloc de mémoire pour un tableau. Si vous connaissez déjà les éléments, bah, vous pouvez simplement les lister. Donc, si je veux un tableau avec les éléments 1, 2, 3, 4,
bah, je vais prendre crochet et les éléments séparés par des virgules. Ça va me donner un tableau de dimension 1. À ne pas confondre avec la même chose où vous enlevez les virgules, vous mettez des espaces à la place. Ça va définir un vecteur ligne, et donc en fait, ça va être une matrice de taille 1 fois 4, ce qu'on a ici. Hop. Donc, notez qu'en fait, généralement, Julie avait interprété un vecteur à une dimension comme un vecteur colonne, et si vous voulez vraiment un vecteur ligne, bah, c'est une matrice de 1 fois 4. C'est un petit peu différent de MATLAB, où MATLAB, en fait, tout est un vecteur, tout est une matrice, donc même un vecteur à une dimension, c'est simplement n fois 1. Ici, il y a une petite subtilité. Ça, c'est pour un vecteur ligne. Pour une matrice, c'est comme en MATLAB. Vous pouvez mettre donc, les lignes par ligne, donc 1, 2, passage à ligne avec un point virgule, 3, 4, point virgule, 5, 6, et ça va me donner cette matrice suivante. Et si vous voulez faire des tableaux à plus grande dimension, alors ici, c'est un peu plus lourd parce qu'en fait, il faut systématiquement utiliser le point virgule. Donc ici, je veux définir un tableau à 3 dimensions de taille 2 fois 2 fois 2. Donc j'ai premier 1, point virgule 2, puis j'ai 2 points virgule pour passer la ligne, 3, 4, et puis 3 points virgule pour passer à la dimension suivante. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, et puis 5, 6, 7. Bon, c'est quand même assez rare de définir des tableaux comme ça. Donc, pas trop de soucis, mais ça existe. Alors, on en a vu un petit peu tout à l'heure, donc c'est les ranges d'éléments qui sont en fait, ça fonctionne exactement comme en MATLAB. Donc, vous avez par exemple 1, 2 points à 10, bah, c'est les entiers de 1 à 10. Alors, si vous les discutez, ça vous dit simplement 1 à 10. La raison, c'est qu'en fait, ceci n'est pas vraiment un tableau, c'est un itérateur. Donc, il ne va pas allouer de la mémoire pour tous les éléments entre 1 et 10. Il va simplement une logique qui dit si vous l'envoyez dans une boucle, bah, il va générer les éléments 1 à 1, il ne va pas devoir allouer de mémoire pour ça. Alors, comme en MATLAB, bah, si vous voulez un truc entre les deux, bah, par exemple, les de 0.0 à 1.0 par pas de 0,01, ah, vous pouvez mettre ceci entre les deux. Notez ici qu'il ne faut pas mettre d'espace entre les deux. Si vous voulez simplement n points entre un début et une fin, bah, vous avez la fonction linRange. Par exemple, si la fonction linRange, je lui demande de commencer à 0, terminer à 1 et je veux 100 points, bah, linRange 0.0, 1.0, 100, ça me donne exactement 100 points entre les deux. Et ici, de nouveau, c'est vraiment un itérateur. Donc, ceci n'est pas un vecteur de taille 100. Par contre, si vous voulez absolument un vecteur, bah, vous avez la fonction collect qui va prendre un itérateur et qui va renvoyer un tableau avec tous les éléments. Par exemple, i, c'était les éléments de 1 à 10. Bah, si je fais la fonction collect, ça donne ici vraiment un vecteur d'entier de 1 à 10. Voilà. Ici, c'est peut-être similaire à ce qu'on a en Python. En Python, on a des compréhensions de listes. En Julia, on a des compréhensions de tableaux. Et ça fonctionne quasiment de la même manière. Donc, si vous voulez, par exemple, les carrés de tous les nombres de 1 à 10, bah, c'est quelque chose comme ça. Donc, i exposant carré, donc ici, c'est vraiment le chapeau pour l'exposant, pour i qui va de 1 à 10. Et ça devient les 10 premiers nombres au carré. Petit truc sympa, si vous allez, vous pouvez mettre plusieurs indices, et ça vous génère un tableau à plusieurs dimensions. Donc, par exemple, si je lui demande i plus j pour i qui va de 1 à 5, j de 1 à 5, bah, ça me donne une matrice avec voilà, i pour la première ligne, enfin i pour la première dimension, j pour la deuxième. Donc j'ai bien les sommes de tous les nombres de 1 à 5, enfin, toutes les différentes combinaisons de nombres de 1 à 5. Et comme en Python, bah, si vous voulez filtrer les éléments, vous ne pouvez pas tous les garder. Donc par exemple, ici, je veux tous les éléments i divisé par i au carré. C'est pas ce que je voulais, je crois que c'était 1 que je voulais. 1 divisé par i au carré. Mais je ne veux que les i qui soient pairs. Donc pour ça, j'ai la fonction isEven qui va prendre un nombre et m'envoyer si c'est un nombre pair ou pas. Donc c'est intéressant aussi. Donc j'ai les éléments que je veux, dans quel ensemble, dans quelle collection, et la condition pour qu'ils soient gardés dans les trucs. Maintenant je lance ceci, bah, j'ai uniquement un tableau qui n'a retenu que les nombres pairs. Donc si j'aurais eu 2, 4, etc.
un petit truc très sympa. Donc, cette syntaxe d'itérateur, vous pouvez aussi lui envoyer des fonctions qui prennent un itérateur en argument, par exemple la fonction sum, qui prend une collection ou un truc qui va donner des éléments et qui prend la somme de ça. Si vous passez une expression comme ceci, donc par exemple, je lui donne -1 exposant k divisé par 2k plus 1, pour k qui va de 0 à 10 000, bah ici, la fonction sum, elle est maligne, elle va détecter que c'est un itérateur, elle ne va pas instancier tout le vecteur et puis les additionner, elle va les additionner un à un. Donc il y a des petits trucs sympathiques comme ça. Si je l'efface. Ou si je lance cette somme-ci, bah, c'est efficace parce que vraiment, il ne doit pas allouer de mémoire pour tous ces 10 000 éléments. Il les additionne un à un. Et ici, bah, en fait, ça donne une petite approximation de pi, pas terrible, mais c'était pour l'exemple. Ah. Alors, comme je l'avais dit, bah, en Julia, on commence par indicer les tableaux 1. Par défaut, mais on peut avoir des tableaux qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc, si je prends le premier élément de A, ça vaut bien 1. Vous pouvez passer en argument aussi un tableau d'indices. Donc, si je les indices 1, 3 et 5, bah, vous passez un tableau 1, 3 et 5. Et ça vous donne les éléments 1, 3 et 5 du tableau. Vous pouvez aussi passer un range, donc les 5 premiers éléments, bah, ça va être quelque chose comme ceci, A de 1 à 5. Et pour un tableau à plusieurs dimensions, si vous voulez par exemple toute une colonne, toute une ligne, bah, vous avez la syntaxe de points. Donc si par exemple je veux un qui va être la ligne, et le deuxième indice sera pour la colonne, bah, ici je veux la première ligne et tous les éléments ça, donc c'est tous les éléments de la première ligne, et ça nous donne bien ça. Et ça fonctionne dans l'autre sens. Si vous voulez, par exemple, la deuxième colonne, bah, vous changez les indices. Donc 2.2, ça vous donne tous les éléments de la seconde colonne. Donc ça, c'est les tableaux par défaut. Il faut faire un tout petit peu attention, surtout si vous travaillez des packages. Il y a parfois des situations où on veut se retrouver avec un tableau dont les indices ne commencent pas à 1. Et donc, ça fait partie des trucs qui ont un peu changé, où il y a eu pas mal de soucis, notamment, j'avais parlé des problèmes de correction, parce qu'il y a pas mal de vieux codes qui supposent que les tableaux commencent à 1. Mais maintenant, il y a des packages avec des tableaux qui commencent à 0 ou à ce que vous voulez. Donc maintenant, la bonne pratique, c'est de ne pas supposer que votre tableau commence à 1 et de plutôt l'appeler de manière agnostique. Donc par exemple, si vous voulez le tout premier élément d'une collection, quel que soit son système d'indissage, bah, vous avez A begin et A end pour le dernier élément. Et quand vous voulez itérer sur les indices d'une collection, bah, la bonne pratique maintenant, c'est la fonction eachIndex qui va vous donner vraiment tous les bons indices de ce tableau-là. Et par exemple, je vais lui afficher tous les éléments. Et notez que si vous avez VS Code avec l'extension Julia, bah, quand vous avez une boucle que vous faites avec un range, il va vous dire ah, attention, ça c'est un peu dangereux. Il faut un peu s'adapter, mais au final, c'est juste utiliser une fonction plutôt qu'autre chose. Donc, parfois, on n'a quand même pas le choix. Aussi, si vous voulez tirer sur une dimension particulière d'un tableau à plusieurs dimensions, bah, vous avez la fonction access qui fonctionne un peu comme eachIndex. Donc, par exemple, access B2, bah, je veux tous les indices valides pour la deuxième dimension de B. Ici, en fait, il va m'afficher toutes les lignes de B. Toutes les colonnes. Voilà, voilà. Alors, un petit truc. Donc, j'ai mentionné qu'en Julia, les boucles étaient rapides, mais parfois, on n'a quand même pas envie d'écrire une boucle parce que bah, ça prend de la place. Et donc, comme en Python ou en MATLAB, on peut faire ce qu'on appelle des appels de fonctions vectorisés, au sens, c'est une fonction qu'on va appeler sur un tableau et on veut qu'elle soit appliquée sur tous les éléments. Alors, accessoirement, appeler une fonction, c'est comme d'habitude, le nom de la fonction, parenthèse et l'argument. Alors, notez ici que voilà, j'ai mis pi pour la constante pi. Donc, si vous voulez faire ça dans le terminal ou dans VS Code, bah, c'est simplement \pi tab et ça vous donne le caractère pi. On peut aussi simplement écrire pi pour avoir la même constante. Donc, si vous prenez par exemple un linen, donc ici je veux 10 nombres entre 0 et 2pi. Si je veux appliquer la fonction cosinus à tous ces éléments séparément, bah, je vais appeler cos point ma collection. Donc, si le point est ce qui vraiment fait qu'il va appliquer élément par élément. Donc, si on fait ça, on a un vecteur avec la fonction cosinus appliquée sur tous ces nombres-là. Donc, c'est strictement équivalent à cette ligne-ci, où je définis simplement un tableau comme étant l'ensemble cosinus x pour x dans xs. Donc, vous pouvez vérifier,
avec une commande, que c'est bien exactement les mêmes valeurs. Alors notez que ces opérations donc en Julia on appelle ça broadcast, c'est aussi la même chose en Python, mais voilà, c'est peut-être plus familier d'appeler ça du code vectorisé. Notez que vraiment le code vectorisé va être strictement équivalent à une boucle qui fait les opérations une à une. Donc ce qui est sympa, c'est que ça ne s'applique pas que à des appels de fonctions. Donc, par exemple, des opérateurs, par exemple ici fois, ça va aussi fonctionner. Donc ici, je fais xs point fois cos.xs. Donc je prends cosinus que j'applique à tous les éléments de xs et je multiplie ça élément par élément avec xs. Et ça va fonctionner. Et ça s'applique à peu près toutes les opérations en Julia par défaut. Et de manière aussi plus consistante qu'en MATLAB. Parfois en MATLAB, on a des fonctions qui fonctionnent par défaut sur des tableaux ou pas. Ici, Julia, la convention, c'est écrire aux fonctions pour des non-tableaux, donc pour des scalaires, et utiliser le point pour le broadcast systématiquement. Alors si je les ai un peu plus avancés, par exemple, sur comment on assigne un tableau. Donc, par exemple, ici que je commence par définir A comme étant un tableau de 0 de taille 5, et puis qu'après, j'exécute la ligne suivante. Donc, si j'ai A, point égal, et je lui dis est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, le point égal, ça veut dire qu'il va changer les éléments de A, mais il ne va pas allouer de la nouvelle mémoire. Ici, c'est vraiment une modification sur place du tableau existant. Si je ne mettais pas le point, ça créerait un nouveau tableau. Vous voyez qu'ici, voilà, c'est toujours un tableau de taille float. Si j'enlève le point, maintenant, c'est un tableau d'entier parce que j'ai redéfini le tableau A. Donc ça, c'est un petit piège à éviter. Vraiment bien distinguer quand est-ce que vous voulez simplement modifier de la mémoire existante ou la réallouer. Et après, bah voilà, la plupart des opérations, par exemple, incrémenter, bah, plus est égal, donc vous êtes point plus égal 1, ça va bien incrémenter tous les éléments de A par 1. Ça, c'est avec un scalaire, mais vous pouvez faire ça avec un tableau. Donc, si je veux faire point plus égal les éléments de ce tableau-là, ça va aussi fonctionner, donc c'est assez flexible. Alors, parfois, si vous avez une expression assez longue avec plusieurs opérations arithmétiques, bah, ça peut vite devenir ennuyant de mettre à chaque point un point. Par exemple, ici, si je définis A comme étant les nombres de 1 à 5 et que j'ai cette expression-ci, donc en gros, je veux que pour chaque élément, je prenne cet élément au cube, moins cet élément au carré, plus A, moins 1. Si je veux faire ça élément par élément, ben, je vais mettre beaucoup de points, vu que j'ai un point pour l'assignement et puis j'ai un point à chaque opération. Et ça marche, c'est pas très joli. Et donc, comme j'ai dit, ça c'est strictement équivalent à la boucle juste en dessous. Qui va vraiment être une boucle qui va passer sur tout le tableau et faire ça élément par élément. Mais il y a quand même un raccourci pour quand vous voulez vraiment vectoriser toutes les opérations dans une expression, c'est le, le at point. Et donc ça va vraiment appliquer le broadcast sur toutes les opérations dans cette expression, sur cette ligne-là en tout cas. Voilà, voilà. Alors on arrive sur la fin de cette première partie. Du coup, je vois qu'il est déjà 15 heures, donc le timing est pas mal. Donc ça, c'est la fin de la première partie. On va passer ensuite à la seconde. On commence par seulement comment on définit une fonction. Bah, c'est pas trop compliqué. On définit avec fonction le nom, les arguments, et on termine par un end et le corps est à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu la même fonction que tout à l'heure. Je prends un entier. S'il est pair, je le divise par 2. Et s'il est impair, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Notez aussi, vous voyez qu'ici j'ai 3n plus 1. On pourrait dire c'est peut-être une erreur. Non, non. Donc ça, ce serait équivalent à faire 3 fois n plus 1. Mais quand vous avez des multiplications avec un nombre fois une variable, comme en Julia, une variable ne peut pas commencer par un nombre, il voit ça, il va dire, OK, ça c'est 3, c'est un nombre, et je vais le multiplier par la variable n. Donc juste un petit truc de syntaxe qui n'est pas super important, mais ça ajoute aussi un peu de lisibilité. Alors, comme on a vu tout à l'heure, on peut faire ça de manière plus compacte en utilisant un opérateur ternaire. Compliqué. Et en fait, on n'a même pas besoin du mot-clé return qui dit, voilà, renvoyer ce résultat-là.
par défaut, une fonction, elle va renvoyer la valeur de sa dernière expression. Donc ici, comme il n'y a qu'une seule expression, en fait, on peut enlever return et simplement mettre isEven n et faire l'opération. Ça, c'est pour des fonctions de manière standard. Si vous avez des fonctions, par exemple, pour un script ou quoi, que vous voulez définir rapidement, par exemple, c'est bêtement une fonction pour une ODE, bah, vous avez une version en une seule ligne. Là, ici, par exemple, on définit la fonction square qui va prendre un nombre et le mettre au carré. Je dis square x est égal à x au carré. Donc ça, c'est une manière valide de définir une fonction. Il y a d'autres manières ici qui sont un petit peu différentes parce que là, c'est défini ce qu'on appelle une fonction anonyme. Donc, si je définis square 2 étant cette expression-ci, et c'est x flèche, donc tiret plus grand, x carré. Donc l'expression x flèche x carré, c'est ce qu'on appelle une fonction anonyme. C'est une expression dont la valeur est une fonction, et qu'ici j'assigne une variable. C'est important parce que, donc j'ai mentionné un peu de programmation fonctionnelle, mais on peut avoir des fonctions qui prennent une fonction en argument, ou parfois on veut vraiment définir une fonction à un endroit même, on n'a pas besoin de l'utiliser plus tard, donc on peut utiliser une fonction anonyme pour ça. Ça, c'est la version courte. La version longue, c'est simplement faire square 3 est égal à fonction x, x carré, et c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Ici, c'est défini vraiment la fonction square, donc ça veut dire que la fonction square existe et une définition, alors qu'ici, c'est une fonction anonyme qui est ajoutée à une variable, et donc c'est pour ça que ça me donne 23 generic function. Donc ça, c'est vraiment la différence entre fonction anonyme et une fonction définie normalement. Là, alors on arrive sur la fin, sur les fonctions. Donc un petit peu comme en Python ou en MATLAB, mais bon, en MATLAB, c'est un peu dégueulasse la manière de le faire. Quand on a une fonction, on peut lui définir des valeurs par défaut pour ses arguments, et ce qu'on appelle des arguments mots-clés. Donc par exemple, c'est une fonction plot où il y a tout un tas d'options. Vous n'avez pas envie de... Parfois, la plupart du temps, vous n'avez pas devoir utiliser toutes les options, et donc on va simplement avoir un truc où on met le nom de l'option et la valeur qu'on veut. Donc, je un exemple. Je définis une fonction hello qui va simplement dire bonjour. Ici, il prend comme premier argument, ici c'est un argument positionnel, donc il devra toujours être là. Et je dis x est égal à word. Puis, pour les arguments mots-clés, je mets point virgule. Donc, tout ce qui est après point virgule dans votre définition, ça va devenir des arguments mots-clés. Donc, vous devez les appeler par un mot-clé. Donc, ici, je dis hello str est égal à hello et end str est égal à point d'exclamation. Et ici, simplement, c'est une fonction qui va prendre 3 chaînes de caractères et les imprimer. Donc, ici, je prends hello str, multiplication pour concaténer, pas comme en Python ou avec des plus. Donc, je concatène la chaîne de caractères pour dire bonjour. Je mets un virgule espace entre les deux, x et la chaîne de fin. Et du coup, sur base de cette définition-là, si j'appelle la fonction sans argument, elle va utiliser tous les arguments par défaut, donc il va renvoyer hello world. Si maintenant, je l'appelle avec un premier argument, donc ici c'est le premier argument positionnel qui est remplacé, que je mets hello Alice, il va me dire bonjour Alice, parce que j'ai remplacé le premier argument. Maintenant, si je veux changer les arguments mots-clés, je vais les appeler par leur nom. Donc si par exemple je dis bonjour Alice et que je veux qu'ils me le disent en français, donc hello Esther va être remplacé par bonjour, et apparemment je suis pas sûr que c'est Alice, donc je mets un point d'interrogation. Donc il va me dire bonjour Alice. Et notez que les arguments mots-clés, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans un ordre particulier. Si je commence par le ndstr avant le lostr, c'est exactement la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui. Moi, j'ai une question, mais c'est une question pratique. C'est comment vous avez mis le kernel pour utiliser en fait, moi, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il ne trouve pas la variable alors, est-ce que tu as installé l'extension Jupyter aussi? Ouais. Alors, c'est possible que tu doives installer le. Donc, ça, c'est le. J'ai pas vraiment réussi à installer Julia comme vous avez installé avec Snap. Mais du coup, attention que Snap, c'est une vieille version. Ouais. Ça ne devrait pas changer grand-chose, mais si jamais, peut-être ce qui te manque, c'est d'ajouter le package iJulia.
Donc iJulia, c'est en fait le kernel Jupyter. Donc si tu fais cette commande-là, peut-être que ça fonctionnera. Ok. Question? Parce que je vais fermer ceci parce qu'on n'en aura pas besoin. Tous ces slides, c'est vraiment ce qu'on vient de faire, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Donc, comme il est, ben voilà, il y a 1 heure, donc il nous reste 1 heure pour la suite, donc ça va très bien tomber. Donc ici, on va vraiment passer à la partie plus avancée sur Julia, c'est-à-dire le système de type. Alors si j'ai de nouveau un notebook, mais il y a certaines parties pour lesquelles j'aurai besoin des slides. Donc notez qu'ici, on n'a pas énormément vu de types. On a eu seulement dans les résultats que nous renvoyait le notebook Jupyter, là on a des indications sur le type, mais notez que par défaut, on n'a pas besoin de donner le type explicite des variables qu'on a, sauf éventuellement pour utiliser un tableau et encore. Et ça, c'est intentionnel. Donc par défaut, vous n'avez pas besoin de déclarer le type de vos variables. C'est utile à certains endroits critiques, notamment quand on définit une fonction, mais de manière générale, Julia fait tout ce qu'il peut pour deviner correctement le type de vos variables. Parfois, il faut un peu l'aider, mais c'est quand même assez rare. Mais si vous voulez quand même définir le type d'une variable, c'est avec une expression de ceci. Donc si je définis A, int, on peut dire A est une variable de type int. Et après, je lui donne sa valeur. Et donc, on a différents types. Voilà, je définis A comme étant un entier, B comme étant un float, C comme étant un vecteur d'entier. Pas de souci. Pour aller rapidement, on a quelques types numériques en Julia. Donc, on a des entiers avec int. En fait, int par défaut, c'est int 64 pour des entiers sur 64 bits. Donc, entier ici signé. Vous avez d'autres tailles, donc int 32, int même 16, je crois que même des int 8, int 128. Donc, il y a tout un tas de tailles différentes. Même chose pour les entiers non signés ou des floats, donc des floats 64, floats 32, etc. Si vous voulez des nombres complexes, on a complex F64, mais en fait, c'est équivalent à complex float 64. Donc, vous pouvez avoir des nombres complexes où le type exactement de la partie réelle imaginaire, vous le contrôlez. Et on va voir ça tout de suite. On a des collections avec des éléments génériques. Donc, on a vu que en fait, un tableau, le type des éléments du tableau pouvait être ce qu'on veut. C'est traduit par le fait qu'on a un type array tn. Donc, t, c'est vraiment le type des éléments, n, c'est la dimension. Et même chose, on a des dictionnaires. On a des dictionnaires avec un type pour la clé et un type pour les valeurs. Et c'est directement expressif dans le système de type. Donc, on peut vraiment contrôler, je veux ce type précis-là. Alors, parfois, on n'est pas obligé de spécifier tous les types, mais ça, c'est un peu plus avancé et on ne les verra pas. OK. Ici, ce sera plus utile si je prends le deuxième notebook. Si on a le début, ça ne va rien changer. Voilà. Alors, si vous voulez définir un nouveau type, par exemple une structure commencée, c'est avec struct, le nom de votre type. Et vous avez en fait, ligne par ligne, les différents champs de votre structure. Ici, par exemple, je définis une structure student avec un nom qui est représenté par une chaîne de caractères, avec un âge représenté par un entier, une section, donc mathématiques, chimie, etc., et l'année académique, enfin son année d'études. Ici, quand vous dessinez une structure, c'est important de définir les types des champs. Au sens, Julia, par défaut, préfère avoir des structs dont il connaît la taille, et pour ça, il doit savoir exactement quel est leur type. C'est pour ça qu'ici, je pourrais par exemple définir ma struct sans les indications sur les types, mais il ne va pas aimer parce qu'en fait, il ne sera pas sûr sur le type de ces éléments-là, et ça pourra être n'importe quoi, et donc il va devoir, en devant prévoir pour ce n'importe quoi, il va perdre en performance. Donc, quand vous définissez des types, retenez qu'il faut vraiment bien définir exactement le type des champs. Maintenant, il y a quand même un peu plus de flexibilité. Donc, si je peux définir ma structure student, et pour construire un élément, il y a un constructeur par défaut qui est simplement le nom du type et vous donner les différents champs dans l'ordre. Je crée Alice qui est une étudiante en chimie de 22 ans en 4e année. Je ne sais pas si ça veut dire qu'elle est en avance ou en retard sur son cursus, mais c'est pas grave. Entièrement fictif, je vous rassure. Et pour accéder aux différents champs d'une structure, c'est commencer. Vous trouvez le point.
Par contre, ici, il n'y a pas du tout de pointeur, en tout cas pas par défaut, donc il n'y a pas besoin de jouer avec des pointeurs. Par contre, si vous essayez de changer la section ou la valeur d'un champ, ben, vous allez avoir une erreur. Parce que par défaut, vous voyez qu'ici, j'essaie de changer la section de la liste, de la mettre en physique, et mon programme renvoie une erreur. La raison pour ça, c'est que par défaut, une structure comme ceci, c'est ce qu'on appelle un objet immutable, on ne peut pas la changer. Si vous voulez créer un objet qu'on peut changer, il faut définir ce qu'on appelle une mutable struct, donc on va mettre le mot-clé mutable devant. Et là, ça va être une structure dont on peut pouvoir changer les valeurs des champs en cours de route. Donc ici, je définis une ampoule qui a un certain âge, un certain wattage, et si elle est allumée ou pas. Et donc je peux la créer comme avant. Donc je crée une nouvelle ampoule électrique. Et si je veux l'allumer, bah, je change turn on en true. Et donc maintenant, j'ai une ampoule électrique qui est allumée. Donc j'ai mentionné tout à l'heure qu'il faut bien faire attention à spécifier les types des champs. Si on veut de la flexibilité, au sens où on n'est pas sûr exactement du type, mais on a peut-être quelques idées, on peut utiliser ce qu'on appelle un type paramétrique. Donc un type paramétrique, c'est comme l'idée d'un tableau dont le type est un choix. Ici, vous avez une fonction ou une structure, voilà, point 2D, donc c'est un point avec deux coordonnées, ici y, mais je ne veux pas prescrire exactement un type sur ces coordonnées. Donc je voudrais pouvoir utiliser des entiers, des floats, des nombres complexes si ça m'amuse, ou des chaînes de caractères, admettons. Si je veux un type qui peut accepter toutes ces combinaisons-là, tout en étant efficace, bah, je vais définir mon type avec un paramètre t qui est le paramètre, donc le type de ces éléments. Et à ce moment-là, t, c'est une espèce de micro-variable. C'est le type des éléments qui n'est pas spécifié pour le moment. Et à ce moment-là, bah, voilà, j'ai x et y de type t. Donc maintenant, je peux créer mon point avec des arguments entiers. Et ça va me donner un point avec ici t qui vaut int64 pour des coordonnées en entier. Et si je mets des nombres virgules flottantes à la place, bah, ça me donne un nombre virgule flottante à la place. Petite question, qu'est-ce qui se passe si je lui donne un entier et un float? Question piège parce que ce n'est pas forcément la réponse. Bah, on va voir. Ici, il me renvoie une erreur parce que par défaut, je n'ai pas dit comment convertir. Donc on pourrait se dire, effectivement, il voit il a un float, bah, il va convertir en float. Julia ne va pas forcément faire ce genre de choses. Donc si vous voulez qu'il fasse des conversions, il faut lui dire explicitement. Ici, comment on ferait ça? En fait, on pourrait changer le constructeur par défaut. Donc si vous voulez changer la manière dont un type est construit, vous pouvez faire quelque chose comme function point2d. Et donc là, ça vous fait une nouvelle fonction qui va être appelée comme constructeur par défaut et qui peut vérifier. Donc ici, par exemple, je pourrais faire en sorte que cette fonction-là, elle convertisse les deux éléments que je lui donne à un même type avant de créer le nouvel objet. Je ne vais pas montrer comme ça, mais c'est dans le manuel. Et en fait, aussi, vous pouvez construire des constructeurs externes. Donc, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un constructeur interne. C'est vraiment ce qui remplace le constructeur par défaut. Mais il n'y a rien qui vous empêche de créer, par exemple, je veux faire une fonction point2d. Voilà, je définis une nouvelle fonction et mettons qu'elle va prendre qu'un seul argument, x, et je veux en fait que ça veut dire point. En gros, je veux dire, quand je lui donne un seul argument, bah, je veux que cet argument-là soit utilisé pour les deux coordonnées. Bah, je peux le faire. Donc ça, c'est un nouveau constructeur. Donc si maintenant j'appelle point 2d1, maintenant il va me dire c'est un point 2d de taille, donc avec des entiers, et avec un 1. Donc ici, c'est juste la différence entre constructeur interne et constructeur externe, mais si vous avez des doutes, c'est toujours beaucoup plus clair dans le manuel officiel. Voilà, ça c'est paramétrique. Un autre ingrédient, alors ici, je vais revenir au slide rapidement. Voilà. Donc c'est un peu comme en Python, où on a une relation d'ordre sur les types. Donc on peut avoir des sous-types d'un type.
Donc, de manière générale, ça va être indiqué par ce prédicat ci, donc plus petit de points. Et ça, c'est une relation entre deux types. Donc ici, ça dit int, donc int 64 bits, est un sous-type d'integer. Alors, integer, c'est un type particulier qui, en fait, il va désigner tous les types qui représentent un entier, ou tous les types qui peuvent représenter un entier. Et la distinction, en fait, c'est que Julie a fait une distinction entre ce qu'on appelle un type concret et un type abstrait. Un type concret, c'est quelque chose qui peut être instancé en cours de route et qui peut avoir occupé de la mémoire. Donc, int, par exemple, bah, c'est voilà, un 64 bits en mémoire qui représente un entier. Integer, c'est ce qu'on appelle un type abstrait. On ne peut pas l'instancier. C'est juste utilisé par Julia pour organiser le code, mais vous ne pourrez jamais à un moment avoir un objet dont le type est integer. Et en fait, en faisant ça, on a toute une hiérarchie de types. Donc, par exemple, cet arbre à droite, bah, j'ai l'arbre des nombres à virgule flottante. Donc, vous voyez qu'en bas, j'ai des types concrets comme float 64, float 16, big float, float 32. Donc, ça, c'est des types concrets, vraiment des objets que je peux créer. Vous voyez qu'ils sont tous des descendants de abstract float, qui est voilà, le type abstrait pour tous les nombres à virgule flottante, qui lui-même est un descendant du type real, qui en fait représente tous les nombres réels, donc ça veut dire les entiers, les rationnels, les nombres à virgule flottante, et voilà, tout ce que vous voudrez. Real est lui-même un sous-type du nombre number, donc number, c'est pas vraiment les nombres, c'est tout ce qu'on peut ajouter. Donc c'est un peu moins clairement défini, mais c'est en gros un truc qui va se comporter comme un nombre. Donc on va supposer qu'on peut les ajouter, les multiplier, qu'on a un objet 0, qu'on a un objet 1, etc. Et enfin, tout au-dessus, il y a le type any. Any, en fait, c'est l'ancêtre de tous les types. Et donc, en fait, any, c'est n'importe quel objet. Et en fait, si à un moment vous avez des any dans votre code, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, parce que any, le compilateur Julia, ne va pas vraiment pouvoir optimiser grand-chose, parce qu'il ne sait pas du tout dire quoi que ce soit sur ce type-là. Donc, en fait, si vous vous amusiez à définir tout votre code de façon à utiliser des any, en fait, vous voyez que les performances seraient équivalentes à celles de Python, parce que justement, Python se trouve dans ce cas-ci, pardon. Votre programme Python, il ne sait pas à l'avance quels sont les types qu'on lui donne, et donc il doit les vérifier. C'est pour ça que vous regardez comment Python fait pour ajouter deux objets, vous voyez qu'en fait, il y a tout un cauchemar d'opérations juste pour comparer les types et trouver la bonne opération. Donc, de manière générale, évitez les NI. Mais on va voir exactement à quoi servent ces types abstraits juste là. Si vous définir un nouveau type comme étant un sous-type d'un autre, par exemple, si je définis un nouveau type abstrait animal, qui va représenter simplement un animal, et je veux définir un sous-type de ça, encore un sous-type abstrait, les mammifères, bah, je dis abstract type mammal est un sous-type de animal. Si maintenant je crée un nouveau animal ici concret, par exemple un tigre, bah, je vais dire struct tiger est un sous-type de mammal. Notez ici, j'ai défini une structure de données vide. On peut le faire, on peut définir une struct vide, mais ce serait quand même un truc qu'on peut instancier. Si j'ai de nouveau cet exemple-ci, je définis un animal, je définis les mammifères comme étant un sous-ensemble des animaux, et je définis un tigre et chien comme étant des mammifères. On va revenir à cet exemple-là dans une seconde, mais un point important, c'est l'interaction entre les types et les fonctions. Donc, quand vous définissez une fonction, vous pouvez définir les types de ses arguments. Donc, par exemple, je reprends ma fonction collad, et maintenant je vais être un peu plus précis, je veux dire que son argument, ça doit être un entier. Bah, je peux définir n comme étant un entier dans l'entête. Donc, c'est que maintenant, cette fonction-ci, si j'essaie de l'appeler avec autre chose qu'un entier, elle va râler. Elle va me renvoyer une erreur parce qu'elle dit ah, je ne sais pas ce que ça veut dire quand je n'ai pas autre chose qu'un entier comme argument. On peut aussi spécifier un type de retour. Donc là, c'est un peu plus subtil parce que quand vous définissez comme ça, donc ça veut dire l'objet que renvoie cette fonction doit être un entier. Mais en pratique, ce que va faire Julia, c'est qu'il va essayer de le convertir. Donc il va prendre le résultat de cette expression-là et il va essayer de le convertir en entier, peu importe ce que c'est. Donc ça ne garantit pas que vous n'ayez pas d'erreur. Mais parfois, ça peut être utile, ne fût-ce que pour aider le compilateur à dire ah, cette fonction-là, je sais qu'elle me renvoie tel truc-là. Mais en pratique, ceci est quand même un peu moins utilisé. Donc on arrive à, et c'est peut-être la notion centrale de Julia, en tout cas c'est vraiment un des trucs qui sont propres à Julia et qui en fait vraiment tout le langage est centré autour de ça, c'est ce qu'on appelle le multiple dispatch. Alors c'est
assez similaire à quelque chose que vous avez peut-être fait en orienté objet avec Python. En Python, on a cette notion de single dispatch, au sens où vous pouvez définir une méthode appartenant à une classe et la spécialiser. Ici, la distinction, on va le voir ici, c'est qu'en fait, en Julia, une fonction, c'est juste un nom, et à cette fonction va être associé un certain nombre de méthodes, et les méthodes, en fait, c'est une implémentation de la fonction pour un certain type d'argument. C'est ça que je mentionnais au début de la présentation, que on a un compilateur qui fait des choses. Mais en fait, ce que va faire le compilateur, il va dire, ah, j'ai cette fonction-là appelée avec ces types-là précisément d'arguments, je compile une version spécialisée. Donc, il va vraiment compiler des méthodes spécifiquement pour une combinaison de types. Et la différence en fait entre ça et ce que fait Python, c'est que Python est spécialise sur un seul type. Julia, en fait, les fonctions sont séparées d'objets, donc il va se spécialiser sur tous les types de la fonction, donc tous les types des arguments. Et ça permet de faire des trucs assez avancés. Donc, on va reprendre maintenant notre exemple avec le type animal. Donc, on avait des mammifères, un tigre et un chien. Mettons que maintenant, je veux ajouter des oiseaux. Donc, je définis ici le type oiseau comme étant de nouveau un sous-type d'animal et les oiseaux ne sont pas des mammifères. Et je veux définir un perroquet et un corbeau. Jusque-là, pas de souci. Et maintenant, mettons que je veux définir une fonction qui me dit le son que va faire un animal. Je vais appeler la fonction sound. Et je suis un peu paresseux, donc pour le moment, comme je n'ai que des chiens et des tigres, je vais dire qu'un chien et un tigre, bah, ça grogne. Et qu'un oiseau, en tout cas un perroquet ou un corbeau, bah, ça fait croix-croix. Et donc, j'ai simplement ma fonction sound x, quand son argument est un mammifère, ça me donne un grognement. Et sound, quand son argument est un oiseau, on renvoie clos. Alors, notez ici, il y a deux subtilités. Déjà, je définis ma fonction quand je lui donne un type abstrait. C'est ça l'intérêt des types abstraits, en fait, c'est que si vous avez quelque chose qui devrait être vrai pour un type abstrait, peu importe son implémentation, bah, vous pouvez définir l'implémentation pour le type abstrait. Ça vous évite de devoir définir pour chaque sous-type individuellement. L'autre point, c'est noté ici, première ligne, j'ai mis x, deux points, mammal, mais finalement, cette fonction-là ne dépend pas de la valeur de x. Ici, c'est un mammifère, ça fait ça. Et donc, quand vous avez une fonction qui ne dépend que du type de son argument et pas de la valeur de cet argument, bah, en fait, vous pouvez omettre de lui donner un nom. Donc, c'est strictement équivalent. Donc maintenant, je peux appeler ma fonction sur un tigre. Effectivement, bah, le tigre grogne, et si je l'appelle sur un perroquet, bah, le perroquet fait croix-croix. Ok, jusque-là ça va, mais mettons maintenant que je veux y ajouter un truc à mon zoo, je veux ajouter des vaches. Alors forcément, les vaches, ça grogne pas, ça fait meuh. Mais on peut modifier encore ça de manière efficace. Donc je vais définir ma vache comme étant un mammifère, parce que c'en est quand même un. Et je vais seulement dire que quand je demande ma fonction sound sur une vache, bah, elle me renvoie mou, meuh, mais ça ne va rien changer au reste. Donc, j'ai défini ça. Ça a changé ce que fait la fonction sound quand je lui donne une vache, parce que maintenant il y a vraiment une implémentation spécifique pour les vaches. Donc je peux appeler la fonction sound, effectivement ça me renvoie meuh, et ça n'a pas changé le reste. Donc je peux revenir au-dessus et voilà, redemander à mon tigre quel son il fait, il grogne toujours. Donc ça, c'est relativement pratique parce que si vous avez vraiment un cas qui fonctionne la plupart du temps et puis quelques petites exceptions, bah, vous n'avez pas besoin de faire tous les cas un par un. Vous pouvez avoir une méthode pour le cas général et puis faire à la carte les exceptions. Jusque-là, ça va. Ça marche quand vous avez des fonctions sur plusieurs arguments. J'ai un deuxième exemple ici. On va faire un peu de chimie, mais voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas plus fait de chimie, donc c'est assez approximatif. Mais on va mettre qu'on a un type donc chemical pour une substance chimique. Et ici, pour le moment, on va supposer que je n'ai que de l'hydrogène, de l'eau, de l'oxygène et donc c'est trioxyde de soufre, donc SO3. Pour le moment, c'est tout ce qu'on va supposer qu'on a à notre disposition. Et on va essayer de représenter les réactions possibles entre ces trucs-là. Qu'est-ce qui se passe quand je les mélange? Alors ici, bah, on va être assez fainéant. On va dire que quand on mélange de l'hydrogène et de l'oxygène, on faut un peu d'énergie, mais ça fait de l'eau, mais surtout, ça fait une petite explosion. C'est tout ça qui nous intéresse. Si on mélange de l'eau et du SO3, par contre, c'est un peu moins rigolo, on a de l'acide sulfurique et donc on se brûle les mains. Et on va dire que les autres combinaisons ne font absolument rien.
Alors, si on devait l'implémenter de manière très naïve, ben, on aurait quelque chose comme ça, voilà, une fonction mix. Et si je dis qu'elle est bad parce que c'est vraiment pas bien, je prends deux arguments. Et ici, j'ai à chaque fois une condition. Alors, notez, j'ai le truc ISA, c'est un opérateur qui me dit est-ce que X euh, est un objet de type H2? Donc, X ISA T, ça me renvoie true si X est un objet de type T ou un descendant du type T, et faux sinon. Une autre manière de faire, c'est de regarder fonction type of X est égal à T. Donc ici, en fait, j'ai une fonction pas très jolie parce que j'ai un gros if. Mettez que, alors, ça va 5 minutes, mais admettons qu'on ajoute d'autres nombres chimiques, d'autres réactions, bah, cette fonction-là, elle va grandir, 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 elle sera impossible à maintenir, et c'est déjà pas très lisible. Donc ici, j'ai ma fonction, voilà, si X est de l'hydrogène et Y est de l'oxygène, ça fait boum. Sinon, si c'est de l'eau et du SO3, ça fait de l'acide sulfurique, et sinon, rien ne se passe. Ok, on peut l'appeler la fonction. Elle fonctionne correctement, mais pour toutes les raisons que j'ai dit, c'est ni très lisible, ni très facile à maintenir, parce que si je veux ajouter des trucs, ça ne marchera pas. Si je veux distribuer cette fonction-là dans un package et que d'autres utilisateurs veulent ajouter de nouveaux nombres chimiques, bah, ils ne peuvent rien faire. Donc ça, c'est pas la bonne manière de procéder. Je peux mélanger. Aussi petit détail, notez, comme ici, je ne regarde que si le premier argument est de l'hydrogène et le second est de l'oxygène. Si j'intervertis, bah, il ne se passe rien parce que je n'ai pas dit ce qui se passe. Alors la bonne manière ne change pas vraiment cet état de fait, mais c'est quand même un peu mieux. Donc manière correcte de faire ça en Julia, c'est de définir une fonction vraiment au cas par cas. Donc par exemple ici, bah, c'est comme il va spécialiser pour tous les arguments, bah, si je définis mix good, voilà, si j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait boom. Si j'ai de l'oxygène et de l'hydrogène, ça fait boom aussi. Et donc j'ai toutes les combinaisons, mais c'est quand même un peu plus court et un peu plus lisible que de faire un gros if. Et l'avantage de ça, et donc, ici je définis quand c'est deux nombres chimiques, rien ne se passe. Et donc quand je lui donne deux arguments, bah, en fait il va essayer de trouver la combinaison la plus spécifique. Et voilà, s'il n'y a pas de combinaison plus spécifique, bah, il va prendre le cas par défaut. Donc, vous pouvez aussi voir ça comme une espèce de forme de pattern matching, mais sur les types de vos arguments. Et donc cette fonction-là va bien fonctionner exactement de la même manière. Et l'avantage, c'est que je peux ajouter autant de nombres chimiques, de molécules chimiques que je veux, euh, et autant de réactions, bah, il n'y a aucun souci. C'est juste des lignes en plus, et je ne suis pas obligé de les faire au même endroit. Alors ici, donc pour cet exemple-là, je me suis un peu librement inspiré de ce blog post-it, qui fait ça avec des Pokémon. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Pokémon, mais il y a différents types de Pokémon, et selon qu'on attaque avec un certain type contre un autre type, bah, c'est très efficace, pas efficace ou simplement efficace. Bah, ici, c'est tout un blog post qui est expliqué comment faire ça avec Julia, et c'était assez sympathique. Voilà, voilà. Du coup, il est 15h30, donc on aura fini un peu tôt. Donc ici, un dernier exemple qui est un peu plus avancé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas très clair. Donc là, de nouveau, je me suis inspiré d'une vidéo. Ici, ce qu'on va faire, en fait, on va implémenter une façon de calculer une fonction, mais aussi la valeur de sa dérivée en même temps. Alors, mathématiquement, en fait, on peut représenter ça comme le fait qu'on a comme des nombres complexes, qu'on va appeler des nombres duaux ici, donc ils vont avoir la forme x plus epsilon y. La différence, c'est que epsilon, c'est pas comme la valeur, le i des nombres complexes, c'est i qui arrive au moins 1, mais ici, epsilon vérifie. Donc epsilon est non nul, mais epsilon qui arrive au 0. Bon, ça, c'est purement du contexte mathématique, mais on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Il faut juste se dire que, voilà, j'ai ma structure duale ici. On va interpréter x comme étant la valeur d'une fonction en un certain point, et on va interpréter y comme la valeur de cette même fonction, de la dérivée de cette fonction en ce même point. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter quelques opérations arithmétiques pour avoir un truc assez simple. Alors notez ici que j'ai défini dual comme étant un sous-type de nombre pour dire, bah, voilà, c'est un truc qui normalement je peux ajouter, donc j'ai des opérations arithmétiques avec. Notez qu'on aurait pu faire ça, faire un type paramétrique, pas avoir que des floats à l'intérieur, mais ici pour rendre ça plus simple, on va garder des floats. Donc ici j'ai un bloc un peu long, mais on va le faire par étapes.
Donc la première ligne ici, en fait, est simplement, elle me dit, OK, je veux changer la définition de cette fonction-là, toutes ces fonctions-là pour mon type dual. Donc c'est tout ce que ça fait. Et j'ai quatre lignes ici qui définissent les opérations arithmétiques. Par exemple, la fonction plus, donc qui ajoute. Donc la somme de deux duals, bah, voilà, pour la fonction, bah, c'est simplement la somme des fonctions. Et la dérivée d'une somme, bah, c'est la somme des dérivées. Donc ça change rien. Même chose pour le moins. Pour donc la multiplication et la division, bah, vous voyez, okay, à nouveau la multiplication. Et ici, si vous regardez un petit peu, bah, c'est la formule de la dérivée d'un produit. Et même chose en dessous, c'est la formule de la dérivée d'un quotient. Donc ici, j'ai simplement quatre lignes pour définir les opérations arithmétiques. On pourrait en ajouter plus, mais ça fait déjà pas mal. Et il y a juste ces trois lignes en dessous qui, en fait, c'est un peu du bookkeeping. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute un réel à un dual, et ici, je veux convertir ça en dual. Voilà, des règles de conversion. Et la dernière ligne, c'est simplement comment imprimer joliment un nombre dual dans le terminal. On peut essayer ça sur une fonction simple. Donc, voilà, on va définir f de x comme étant 2x carré plus x. Et je vais l'appeler sur un entier, sur un float et sur un dual. Et vous voyez qu'on a OK, 1, 3, et puis on a 3 qui est bien la valeur évaluée en 1. Et 5.0, bah, comment on sait l'évaluer en 1? La dérivée de f de x, ça va être 2 fois 2x, donc 4x, plus dérivée de x, 1. Donc, effectivement, évalue 1, 4x plus 1, ça vaut 5. Donc 5 vaut bien la dérivée de... On a bien calculé la dérivée de cette fonction-là. Et ça, c'était assez gentil. On va essayer une fonction un peu plus compliquée. Donc, ici, c'est une fonction qui s'appelle babylonienne. En fait, elle calcule la racine carrée d'un nombre avec un algorithme qui remonterait jusqu'à l'époque babylonienne. Donc, il n'y a pas trop besoin de s'en inquiéter, mais en gros, on a juste une boucle. On commence par t qui vaut 1 plus x sur 2, et à chaque fois, on remplace t par t plus x sur t sur 2. C'est simplement une boucle qui fait différentes opérations. Donc, on va se dire, ah, est-ce que c'est garanti que ma boucle va bien fonctionner avec ces nombres duals? A priori pas. En tout cas, si vous tentez ça en C++ ou en Python, vous pouvez avoir des surprises. Mais on va quand même tenter. Donc, on va appeler la fonction babylonienne sur pi et sur 2, parce qu'en principe, on connaît la racine carrée de 2. Alors, sur des nombres normaux, bah, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, effectivement, la fonction babylonienne a l'air de correspondre à ce que renvoie la fonction SQRT pour la racine carrée. Qu'est-ce qui se passe si je l'appelle sur un dual? Donc, par exemple, j'appelle dual 1. Le 1 ici est nécessaire pour avoir la dérivée. Et j'ai bien la racine carrée de 2, ça, c'est pas de souci. Et puis, j'ai un truc qui ressemble à la dérivée. En tout cas, si on calcule analytiquement que devrait être la dérivée de racine de 2 évaluée en 2, donc la dérivée de racine carrée évaluée en 2, bah, on aurait ici donc 0,5 divisé par 2, et c'est bien ce qu'on obtient. Donc, morale de l'histoire, bah, en quelques lignes, on a implémenté un truc qui nous calcule automatiquement les dérivées. Alors ici, c'est un exemple joué, mais c'est un des trucs assez sympa parce que, par exemple, bah, tout ce qui est machine learning avec des réseaux de neurones, bah, on a ces algorithmes de backpropagation. En fait, c'est pas très différent de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des techniques de différenciation automatique qui calculent la dérivée d'une fonction, mais en faisant pas d'une manière symbolique et pas avec différence finie, mais en étant directement optimisé. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'en Julia, c'est très, très, très facile à implémenter. On l'a vu. En tout cas, pour ce cas-là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Mais si vous essayez de faire ça en C++, bah, OK, vous pouvez définir votre nouveau type, mais la plupart des fonctions C++, elles sont définies pour les floats, donc vous ne pouvez pas les réutiliser. Donc, c'est un des avantages de Julia, c'est qu'avec justement ce mécanisme de dispatch, on peut changer le comportement de fonction selon le type de ses arguments. Bon, on peut avoir du code assez générique. Parce qu'ici, voilà, ma fonction babylonienne, elle ne sait rien du fait que je lui envoie un dual. Donc, c'est un des trucs les plus intéressants avec Julia, c'est qu'il y a énormément de composabilité. Vous pouvez avoir vraiment un package qui ajoute par exemple des erreurs à vos mesures. Donc, voilà, mettez que vous avez une mesure d'une expérience, donc il y a des barres d'erreur dessus. Vous les envoyez ça dans une équation différentielle, est-ce que ça marche? Ben, en Julia, oui, et vous n'avez rien à faire. Parce que le type mesurement a défini les bonnes méthodes pour que ça fonctionne,
sans forcément s'inquiéter que ça serait après utilisé pour calculer des équations différentielles. OK? Ça va, vous n'avez pas eu trop peur avec les vidéos? OK, OK. Ben, il me reste quand même une toute petite partie sur les packages. Alors, il y a un slide, mais après on va retourner. Oui, peut-être un petit truc. Donc, c'est un autre concept. Donc, voilà, j'ai parlé un peu des types. En programmation, en catégorie des langages, on appelle le concept de donc, first class citizen, ou donc un citoyen de première classe. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet, donc juste un type ou quelque chose, qui peut, qui doit satisfaire quatre conditions. Le premier, c'est qu'on peut l'utiliser comme argument d'une fonction. Il peut être retourné, renvoyé comme une fonction. On peut l'assigner une variable et on peut les comparer avec l'égalité. Alors, ça paraît anodin, mais selon l'ensemble des premiers, donc des first class citizens de votre langage, il y a des trucs qui vont être possibles, qui ne seront pas dans d'autres langages, ou en tout cas très difficiles. Donc, par exemple, en Julia, bah, les fonctions sont des first class citizens. Vous pouvez définir des fonctions anonymes, et donc ça, en gros, ça vous permet de satisfaire les deux premières conditions et aussi les troisièmes. On peut aussi les comparer, mais c'est pas super intéressant. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment faire en C. En C, on a des pointeurs vers des fonctions, mais vous ne pouvez pas créer une nouvelle fonction en C. Parce que vous ne pouvez pas avoir une extension qui vous renvoie une nouvelle fonction, vous ne pouvez faire que des pointeurs de fonctions. Et donc en C, c'est quasiment impossible de faire ça. Un autre truc en Julia, c'est les types. Donc on a un type type c'est le type, et donc on peut aussi manipuler des types, créer des nouveaux types dynamiquement. Et on peut aussi manipuler des expressions Julia. Donc ça, c'est le lien avec le langage Lisp. Ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais l'idée, c'est que Julia peut directement manipuler une expression Julia. Et ça se traduit en fait entre autres par ce qu'on appelle un système de macros. Par exemple, il y avait le truc avec le point, donc le @point. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une macro. C'est une fonction qui prend une expression, en l'occurrence, le @point, il prend l'expression qui vient juste après et qui la modifie. Donc le @point, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'expression qu'on lui donne et il met un point devant chaque expression. Et ça, c'est assez puissant parce que ça permet de faire tout un tas de choses, notamment voilà, faire une fonction benchmark qui va prendre une expression, la faire tourner un certain nombre de fois et accumuler des statistiques dessus. Ah, alors ça. Donc, ça, c'est peut-être le dernier slide, mais ce sera plus intéressant si je vous montre ça dans un terminal. Donc, on arrive au package manager. Alors, vous avez peut-être souffert du package management Python, peut-être. En tout cas, si vous avez essayé de faire des environnements avec des packages séparés, Python, ça devient vite ennuyeux. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en Julia, on n'a pas tous ces problèmes-là parce qu'ils ont bien fait les choses dès le début, presque. Donc, pour rappel, si vous arrivez dans le terminal Julia, vous appuyez sur donc, crochet vers la droite, vous arrivez dans le mode package, et vous avez quelques fonctions, donc, par exemple, status, qui vous donne la liste de tous les packages installés. Et vous pouvez très facilement créer un nouveau environnement. Mettons que vous voulez commencer un nouveau projet, vous avez seulement besoin d'un quelques petits packages. Vous pouvez faire utiliser la commande activate. Et donc activate, ça va créer un nouvel environnement ou charger un autre environnement. Donc par défaut, si vous faites activate, on va appeler voilà, ceci, ça va créer un environnement ceci, et ici c'est un environnement local. Parce qu'il dit, OK, par défaut, il est dans le home, il a créé un nouveau dossier ceci, et il a créé un nouvel environnement Julia pour ça. Et donc maintenant, je suis dans l'environnement ceci, qui, comme il est tout nouveau, bah, il n'a pas de package installé. Et si on veut installer un package, bah, par exemple, on peut tester add Unicode plot. Donc ça va installer ce package-là dans cet environnement-là. Et ce sera une version spécifique. Donc, en particulier, comme les packages peuvent avoir des dépendances entre eux, bah, le package manager va essayer de faire en sorte que les dépendances soient vérifiées. Ici, comme il n'y a qu'un seul package, il va prendre la dernière version, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour un package local. Si vous voulez faire un environnement global, vous faire activate at ici. Et donc ça, c'est un environnement
global qui va être en fait dans un sous-dossier du truc Julia. Donc, vous pouvez voir que c'est différent de celui qu'on vient de créer, vu que maintenant il est vraiment vide. Je reviens dans le premier. Donc maintenant, j'ai un package Unicode Plot. C'est un bête package, hein. Tout ce qu'il fait, c'est plot. Donc tout ce que fait ce package, permet de faire des plots dans le terminal. C'est bête, mais c'est rigolo. Donc par exemple, je vais faire scatterplot. On va lui donner des nombres aléatoires. Alors ici, on voit pas trop bien, mais en fait, il y a quelques points affichés si je remplace par line plot. Voilà, ça affiche une ligne dans le terminal. C'est bête, mais parfois c'est rigolo de faire un petit plot rapidement sans devoir passer par un truc externe. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions que je viens de montrer? Ok, ok. Mais du coup, j'ai un dernier slide avec simplement quelques packages qui pourraient vous être utiles selon ce que vous faites. Donc, dans l'ordre, donc j'ai déjà parlé du package Dynamic Systems qui permet, en fait, c'est vraiment des intégrateurs numériques, mais aussi pour donc, modéliser des systèmes. Donc, si vous avez dans votre travail besoin de faire des réseaux des équations numériques ou pas que, hein, c'est vraiment tout type de système dynamique confondu, ceci devrait probablement être votre premier arrêt. Si vous voulez modéliser un système de manière symbolique, donc, vous savez, parfois en MATLAB, on peut modéliser des équations de manière symbolique et puis avoir un système, on peut faire ça en Julia aussi, avec ce package-là. Et ce qui est sympa, c'est qu'il va générer un système qui va pouvoir optimiser selon l'endroit où vous faites tourner. Donc, il va faire un système et vous pouvez avoir une fonction que vous pouvez tourner sur un GPU ou sur un truc distribué et ce sera agnostique. Alors, je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais si vous voulez spécifiquement modéliser des équations chimiques, en fait, il y a pas mal de packages pour ça, notamment le package Catalyst, qui en fait se base sur Modeling Toolkit pour gérer. Donc, c'est un peu comme un DSL pour générer, représenter des équations chimiques. Alors, si vous ne faites pas de système dynamique, mais vous faites de l'optimisation, vous êtes servi aussi. Entre autres, il y a le package Jump qui est aussi quasiment l'équivalent de Differential Equations, mais pour l'optimisation. Donc là, c'est vraiment tout un package qui vous permet de modéliser des problèmes d'optimisation avec voilà, 36 000 types de contraintes, compagnie, et qui vous donne accès de manière unifiée à des solvers de différents types, et pas que des solvers Julia. Donc, il y a des solvers commerciaux, mais il y a des paquets Julia pour utiliser ces solvers commerciaux, et donc c'est assez flexible. Si vous voulez un peu plus léger, il y a le package Optim qui est purement en Julia, qui apparemment n'est peut-être pas le plus optimisé, ou en tout cas pas le plus correct, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger qu'Optim. Sinon, au niveau statistique, probabilité ou analyse de données, donc il y a le package Distribution qui est un petit peu, qui en fait qui ajoute des types de distribution de probabilité. Alors ça, pour ceux qui viennent de R, ce sera peut-être très intéressant parce que ça fonctionne de manière un peu différente. Et entre autres, une distribution, c'est un type. Et donc plutôt que d'avoir par exemple une fonction pour la PDF, voilà, on aura key, SQ, PDF, N, PDF, en fait, on a juste PDF et le type. Alors, statistique, c'est quelques fonctions de base statistiques dans la librairie standard. Alors, on a des trucs pour la régression linéaire, pour le statistique bayésienne si ça vous amuse. Si vous utilisez tidyverse en R, il y a tout un projet qui est relativement abouti maintenant, qui est tidyverse, qui est vraiment en fait une transcription en Julia de tidyverse. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Et pour le plot, il y a aussi pas mal de packages. Donc, il y a le package plot, qui est peut-être le premier que vous devriez tester parce qu'en fait, c'est l'interface par défaut. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne, en fait, il définit l'interface sur plusieurs sous-trucs de plot. Donc, par exemple, dans plot, vous pouvez prendre comme backend Plotlib, donc le matplotlib. Vous pouvez prendre en back-end un truc en JavaScript qui va être interactif. Vous pouvez prendre en back-end des trucs de GnuPlot. Et ce sera la même interface. Donc, vous avez juste une commande à changer au début de votre script et il va générer vos plots avec un autre back-end. Si vous voulez faire des trucs plus interactifs, il y a un truc sympa, ça s'appelle Maki. Donc là, par contre, c'est pas compatible avec Plot, mais c'est assez puissant aussi. Voilà. Enfin, ça, c'est plus Gatfly, c'est plus pour les statistiques assez proches de ggplot. Donc, notamment les plots qu'on a au début, c'est avec ça que j'ai généré. C'est avec ça que je les ai générés. Mais voilà, globalement, si vous voulez faire des belles figures, il y a ce qu'il faut. Voilà, j'ai juste mis aussi quelques petits trucs. Si vous voulez, par exemple, travailler des unités, donc
vous avez des unités physiques qui représentent des grandeurs et vous n'avez peut-être pas forcément fait la conversion, bah, il y a un package pour ça. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez des opérations mathématiques, ça les fait tout seul. Et j'ai enseigné aussi le truc des erreurs sur les mesures, bah, c'est mesure math.j.